Elle accompagne vos nuits. La libre antenne, Caroline Dublanche sur Europe 1. Bonsoir, heureuse d'être à vos côtés et de vous savoir là, tout près, de l'autre côté du poste. Pendant 2h30, l'antenne d'Europe 1 est ouverte pour que vous puissiez nous parler de vous et de votre vie avec ses joies et ses peines. Vous avez carte blanche au 39 21 et jusqu'à 1h du matin, Amandine et Paul vont se faire un plaisir de vous accueillir sous l'œil complice de Philippe Chartier qui nous a fait des crêpes ce soir. Alors ne lui en voulez pas s'il y a quelques couacs à l'antenne parce qu'il va avoir une main sur la console et de l'autre il fera sauter les crêpes. Allez, 39 21 si vous souhaitez me parler ou dialoguer à tout moment avec un auditeur ou une auditrice. Vous pourrez également réagir à tout ce que vous entendez alors sur la page Facebook, par mail europe1.fr ou encore par SMS au 7 39 21 en faisant précéder votre message du mot nuit. Europe 1. Bonsoir Fabien. Et bonsoir Caroline. Et merci de reprendre mon appel. Et donc, vous voulez nous donner des nouvelles ? Des nouvelles, oui, tout à fait. Suite à mon séjour que j'ai passé dans le sud de la France il y a déjà un peu plus de 3 semaines, un mois. Alors Amandine m'a parlé de vous, là, juste, puisque oui. avant que vous passiez à l'antenne, me demandant si je me souvenais, parce qu'il n'y a pas très longtemps, en fait, que vous aviez appelé, c'est le monsieur qui allait passer une semaine chez sa supérieure hiérarchique. Alors dit comme ça, Absolument. on se dit, oula, mais entre-temps, elle n'est plus votre supérieure hiérarchique. Exactement. Et vous avez développé avec elle une relation amicale. Oui, très amicale même. Alors vous, oui, un peu plus, vous êtes tombé amoureux d'elle, mais vous vous demandez ce qu'il en était de son côté. Et puis, ce qui avait amusé les auditeurs, c'est que vous vouliez évidemment lui offrir un petit présent à l'arrivée, et vous aviez pensé à un Saint-Nectaire. Exactement, avec une bouteille de vin. Et alors, vous avez réellement amené un Saint-Nectaire ? Oui, bien sûr, et les gens du... On vous a pas jeté des pierres dans le train ? Non, j'ai pensé à vous dans le train. Vous l'aviez bien emballé alors ? Qui donc, le Saint-Nectaire ? Oui, oui. Je parle pas de votre supérieur. Ça, je sais pas, vous allez me le dire, mais... Oui, écoutez, dans l'ensemble, ça s'est assez bien passé tous les deux. Comme je lui ai dit que je savais déjà, je lui ai dit combien elle comptait pour moi, ou elle compte pour moi, oui, ça dépend comment on écrit compter, mais quelque part en même temps, après, elle était un peu triste d'apprendre, comme elle dit, je suis un peu triste d'apprendre que j'en suis encore là, c'est-à-dire par rapport à ce que on s'est connu avant, que je lui disais que j'avais une très forte appréciation de sa personne. Et on dirait que vous faites un bilan d'évaluation là. Oui, un peu. Oui, je réfléchis un peu ce qui s'est passé. Et puis après. Parce que c'est vrai que vous nous disiez que dans le service dans lequel vous travaillez, vous aviez tenté à certains moments un peu de vouloir l'embrasser vous avez rabroué parce qu'elle vous disait on est dans le cadre du travail. Mais là c'est différent maintenant. Oui. On n'y est plus. Non. Et puis comme on est dans le sud, à se voir comme cela, c'est vraiment différent. C'est complètement, il n'y a plus de barrière, il n'y a plus rien, donc c'est. Oui, ça n'a pas dû être simple pour vous. Je me disais, c'est vrai, une semaine comme ça chez elle. Simple en même temps et pas si simple que ça parce que c'est plus les mêmes retenues en fait. Bien sûr. Une personne qu'on a eu l'habitude de voir pendant des années dans un autre costume, si j'ose dire. Si j'ose dire. Là, je la vois différemment. Avec plus de sensibilité, on a eu une relation très proche et très amicale tous les deux. Mais comme après, au bout d'un moment, elle m'a dit, écoute, Fabien, elle m'a dit qu'elle voulait me parler sans faute de pudeur, comme elle me dit. Et elle m'a dit qu'elle m'apprécie beaucoup, et que je suis pour elle une très belle personne, mais qu'elle est flattée que je l'aime en même temps. Elle est attentionnée, mais
même si je suis plein d'humour et une certaine une certaine pureté avec elle, enfin la relation qu'on a ensemble, pour elle, je suis un peu attachant, un peu trop peut-être, mais elle voulait pas en fait de relation plus que ça. Elle veut garder une relation amicale, très amicale. Elle veut juste avoir un ami. Vous avez pu mettre ça au clair rapidement, ou vous avez trouvé le courage de vous lancer Pas rapidement, non, quelques jours, le temps quelques jours après, que je me C'était mieux. Retrouve à moi. C'était aussi. mieux, bravo de l'avoir fait, parce que vous auriez pu ça aurait été compliqué pour vous d'être un peu sur des charbons ardents pendant une semaine, quoi. Non, bien sûr. Même si évidemment vous avez dû ressentir être déçu. Beaucoup d'émotions, oui, beaucoup d'émotions. Déçu, oui, parce que comme elle me dit, elle veut me garder, mais en tant qu'amie. D'accord. Voyez-vous, avec des rapports aussi simples que possible, pour partager des bonnes choses, des très belles choses ensemble, justement aussi. On continue de les partager, on continue à garder cette bonne enfant qu'on a tous les deux. Mais donc, elle ne quand elle vous dit qu'elle est un peu désolée, finalement elle était un peu désolée parce qu'elle vous aime beaucoup, sinon elle ne vous aurait pas invité comme ça. C'est intime, passer une semaine chez elle, enfin c'est que vraiment elle vous apprécie énormément. Mais donc elle ne voulait pas vous blesser, mais elle pensait vraiment que c'était de l'histoire ancienne, cette attirance que vous éprouviez pour elle et dont vous ne vous cachiez pas auprès d'elle. Oui, donc c'est moi c'est resté intact, si vous voulez. L'attirance que j'ai avec elle est identique. Il n'y a pas eu d'eau qui est passée entre ce temps-là. Après elle m'a dit qu'elle m'apprécie beaucoup, mais elle aimait bien mon côté un peu garçon, enfin un peu pas naïf, non c'est pas ça, mais un peu simple, si vous voulez. Donc elle est un peu plus distante. Vers la fin, elle était un peu plus distante à la fin du séjour avec moi, parce qu'elle voulait garder une certaine distance quelque part, je pense, non? Je pense ça traduit un petit peu un petit malaise, et le fait de ne pas, comme là vous lui avez clairement exprimé ce que vous ressentiez pour elle, cette distance un peu la protéger, c'est-à-dire ne voulant pas aller plus loin et pouvoir laisser flotter une ambiguïté. Oui. Aussi, Mais je trouve que ou alors elle avait vraiment parce que moi je me demandais, j'avais un peu d'espoir pour vous, parce que je me disais que c'était quand même pas anodin, compte tenu de la nature de votre relation et de la façon dont elle avait évolué, qu'elle vous invite à passer une semaine chez elle. Alors en même temps, c'est vrai que je me disais aussi c'est qu'elle peut tout simplement vous apprécier beaucoup et vous considérer comme un ami. C'est ce qui se passe. Mais alors c'est elle qui est pas un peu naïve, mais un peu, parce que je trouve qu'elle prend des risques quand même. C'est-à-dire que ce faisant, c'est pas comme si vous étiez vous ne lui aviez jamais rien déclaré, mais quand vous travailliez ensemble, elle savait que vous étiez très attiré par elle. Oui. Et il n'y a pas si longtemps que ça. Oui, non, tout à fait. Donc, il y a une bonne année quand même. Donc, en vous invitant, elle imaginait pas qu'elle pouvait à nouveau vous faire fantasmer. Peut-être qu'elle voulait avoir le cœur, elle voulait être sûre de ce qu'elle ressentait, peut-être, ou peut-être qu'elle avait des doutes et qu'elle voulait en avoir le cœur net pour savoir si oui ou non. Oui, peut-être, mais vu la réaction qu'elle a eue, c'est pas certain. Non, je pense qu'il y a eu un malentendu. C'est-à-dire qu'elle vous apprécie énormément, elle vous voit, elle, comme un ami. Ouais, un malentendu. C'est le cas de le dire même. Ah, mais si vous faites des jeux de mots lacaniens, alors c'est encore mieux. Oui, un malentendu. Exactement. Bon, vous n'avez pas perdu votre sens de l'humour, c'est bien. Faut pas le perdre non plus. Alors même la bonne bouteille de vin, même le Saint-Nectaire, rien n'y a fait remarquer. Je vous avais dit, le Saint-Nectaire, non. on passe pour une soirée glamour et romantique, c'est pas l'idéal, hein.
Mais c'était quand même très bien. Mais vous avez bien fait. C'était quand même très bien. Non, on a passé des très bons moments. On est allé au théâtre, on a vu plein de choses dans le sud, dans toute la région au sud de Marseille, tout ça. Et non, c'était bien. Mais bon, c'est vrai qu'on a gardé cette communication qu'on avait auparavant, si vous voulez, de pouvoir tout échanger, de parler sans filtre, si j'ose dire. Mais le problème elle veut rester. Enfin, je pense qu'elle veut rester seule, peut-être aussi, ou elle a des doutes. Elle a des doutes elle-même. Oui, oui. Et vous avez quand même, c'est important ça, c'est-à-dire que vous avez passé une bonne semaine, de bons moments, vous en gardez, malgré votre déception, quand même. Oui. Malgré ma tristesse, oui, j'en garde un très bon. Oui, c'est de la tristesse, c'est au-delà de la déception même, d'accord. Oui. Vous êtes beau joueur quand même, je trouve, parce que bon, vous avez en amour, il y a quelqu'un qui le dit, hein, c'est amour et risque vont de pair. C'est Osiris, il a raison, c'est là que vous avez tenté, c'était courageux de votre part, et je trouve mieux pour la suite de toute façon de votre relation. Je pense que la suite, par la suite, il n'y a pas de raison que je change d'attitude, moi, je pense pas. Elle, je sais pas, mais pour moi, il y a pas d'autre attitude à avoir que celle que j'ai actuellement, c'est-à-dire qu'on reste amis, très proches, avec beaucoup de complicité, certes, mais vous, ça va vous aider à ne plus rester dans cette part de rêve et de fantasme. Avec un amour, vous vouliez me dire ? Oui, avec un amour partagé, enfin différent, si vous voulez, différent. Oui, c'est-à-dire que vous parlez d'amour, elle vous parle d'amitié. Oui, ça commence avec la même lettre, hein, avec un A. Oui, mais ça se finit pas pareil. Oui. Oui. Bon, il faut un peu que vous digériez ça. Il y a Denis qui dit tous les hommes ont connu à un moment ou à un autre cette situation et c'est difficile à vivre. Bon courage. Et toutes les femmes aussi. Hein. C'est jamais. Il a raison, Denis. C'est jamais des moments agréables, mais en même temps. En même temps, je trouve que pour la relation que vous pourrez avoir avec elle à venir. C'est plus simple parce que si vous n'aviez pas trouvé le courage de vous lancer, vous auriez continué à fantasmer. Alors on n'arrête pas la machine à fantasme comme ça, hein, évidemment. Les sentiments, vous pouvez pas les court-circuiter du jour au lendemain. Mais au moins vous savez aujourd'hui, puisqu'elle a clairement dit elle qu'elle souhaitait une relation amicale avec vous, qu'il y a rien à attendre de son côté. Oui. Ouais. Je pense que peut-être aussi elle est peut-être amoureuse de quelqu'un d'autre. Ou peut-être pas, mais peut-être que effectivement, elle vous apprécie énormément. Oui. Ça, c'est évident. Il y a une chose dont on peut être sûr, sinon elle vous aurait pas proposé. Je vous avais dit, une semaine, c'est long, hein. Une semaine chez elle, donc. Oui, mais c'est vrai qu'on a discuté tous les soirs, on est sortis tous les soirs et c'est ça. Ça a été assez rapide quand même. Et vous avez vu que même. Bon, mais tant mieux, ça veut dire que vous l'avez bien vécu malgré tout cette semaine. Et que même de son côté, parce que ça aurait pu créer un malaise. Ça aurait pu créer un malaise, une distance, et pas seulement une distance, enfin, du coup, jeter un froid un peu sur votre relation, alors que vous avez partagé des moments de complicité. Donc vous n'allez pas la perdre, mais... Non, comme amie, non. Mais bon, si elle est amoureuse de quelqu'un d'autre, peut-être qu'elle va me le dire un jour ou l'autre, un moment ou un autre. Non, mais de toute façon, mais de toute façon, il faut que vous avanciez, vous, quoi qu'il en soit. Oui. Vous voyez, que vous ne restiez pas par rapport à sa situation à elle. Et ça va peut-être, pour le moment, c'est encore prématuré, puisque vous revenez de ce séjour. Mais ça va certainement vous libérer à plus ou moins long terme. Peut-être. De vous dire que prendre une autre décision, prendre un autre. En tout cas, vous pouvez du coup regarder autour de vous, enfin, et ne plus focaliser sur elle. D'accord, oui, c'est ça, oui. Ouais. Il y a Sergio qui vous taquine, qui dit, vous avez bien noté les gars, pour emballer, pas de Saint-Nectaire. Vous l'avez dit, pas de Saint-Nectaire, dit Sergio. Pas de Saint-Nectaire. Mais il y a Cathy qui dit, mais moi je veux bien partager un morceau de Saint-Nectaire avec un bon verre de vin. Écoutez. C'est une bonne vivante, Cathy.
Elle dit amicalement et elle laisse quand même son numéro. Hein. Oui. D'accord. Bon. Donc, vous voyez, il y en a qui sont partantes. Ouais. Je la comprends. Oui, mais quelque part, vers la fin, je l'ai sentie un peu rêveuse, un peu dans d'autres pensées vers la fin, vers les deux derniers jours. Quelque part. Peut-être qu'elle s'est libérée de quelque chose aussi, de me dire certaines choses, et la sentir rêveuse de peut-être penser à quelqu'un d'autre. Hein, vous pensez qu'elle est amoureuse de quelqu'un d'autre? Ouais, peut-être bien. Oui, et qu'elle ne vous l'aurait pas dit là pour ne pas vous blesser finalement, puisqu'on voit qu'elle avait à cœur de ne pas vous blesser. Ça montre qu'elle tient à vous et à la relation qu'elle a construite avec vous. Puisqu'on voit bien en disant je suis désolée, elle a pris les formes, enfin elle avait vraiment à cœur de ne pas vous. Oui, voilà. Elle y tient à votre relation. Ouais. Bon, malheureusement pour vous, pas de la même façon que vous, mais je pense que ça permettra d'avoir quelque chose de. Là, je vous dis, c'est trop tôt. Il faut vous donner un peu de temps et c'est normal que vous soyez triste et déçu. Mais avec le temps, vous serez plus un peu dans cette situation qui est pas simple à vivre où vous interprétez tous les signes, où vous dites j'y vais pas. Vous voyez ça? Oui, c'est ça. Oui, maintenant c'est-à-dire que la décision est plus prononcée maintenant pour aller sur une autre route. Mais enfin, votre relation, elle est pas banale parce que c'est vrai que c'était votre supérieur hiérarchique. Oui. Après, bon, elle est partie dans le sud. Elle a poursuivi son chemin, mais néanmoins, ça montre que qu'elle vous aime beaucoup. Ouais. Oui, c'est ce qu'elle m'a dit. Ouais. Malgré tout, oui. Écoutez. Bon, c'est gentil en tout cas de nous avoir donné des nouvelles, Fabien, parce qu'en plus, surtout étant donné le contexte, vous auriez préféré évidemment nous dire, revenir un peu la tête dans les étoiles en disant ça y est, mais donc c'est vraiment gentil de nous tenir au courant, mais il y aura d'autres. Moi, je pense que ça va vous libérer finalement, parce qu'il y a un moment que vous fantasmiez sur elle. Ça fait quand même quasiment 4 ans qu'on se connaît. Oui, vous vous rendez compte. Oui. Et pendant ces 4 ans, vous n'avez du coup pas eu d'autres rencontres amoureuses? Non, pas du tout, non. Oui, parce que vous l'aviez en tête, enfin. Oui, c'est ça. C'était elle qui vous plaisait. Malgré tout, oui, mais oui, je continue toujours, oui. C'est normal, parce que vous ne pouvez pas. C'est pas parce qu'elle vous dit que les sentiments ne sont pas les mêmes que les vôtres que vous pouvez. Ça serait bien s'il y avait un petit robinet, tac, allez, on arrête les sentiments du jour au lendemain. Ce serait pratique, mais c'est pas comme ça que ça marche. Donc, il faut digérer un peu tout ça, vous donner du temps, mais je pense vraiment que ça va vous permettre, vous, d'avancer. Oui, d'accord. Écoutez, on arrêtera le Saint-Nectaire et puis on passera au Camembert alors. Voilà, on verra si ça vous marche restez mieux. dans les fromages forts, hein. Monica, elle doit être déçue. Elle vous avait dit un Saint-Nectaire fermier, tant qu'à faire. Ah là là. Tout à fait fermier, oui. Complètement fermier. Moi, je suis sûre que vous allez rencontrer quelqu'un. Vous croyez ou? Je vois parce qu'il y a Cathy. Je vous dis, elle serait prête à partager un petit bout de Saint-Nectaire et une bonne bouteille avec vous. Et puis il y a Nathalie qui, elle, est dans le Nord. Il a vraiment l'air sympa, ce garçon. Ah, c'est vrai. Écoutez, c'est gentil de leur on sent que vous êtes quelqu'un de sympathique, d'attachant, donc vous allez voir, vous allez pouvoir vous faire d'autres soirées, plateau fromage, bonne bouteille, vous allez trouver des connaisseuses. Écoutez, vous inquiétez pas. Merci pour l'info. Bon, alors je vous dis peut-être à bientôt quand vous aurez rencontré. Oui, si je vous rappelle, la matrice de fromage. Cathy, alors, on ne sait pas. Ah oui, ne raccrochez pas. Vous avez raison de me le rappeler, Fabien. Ne raccrochez pas. Amandine va vous donner les coordonnées de Cathy. D'accord. Voilà. Écoutez, merci beaucoup. Je vous embrasse. Au revoir, Bonne Fabien. Soirée. Au revoir. Et la ligne est ouverte au 39 21 jusqu'à 1h du matin. Vous pouvez nous passer un petit coup de fil. Bonsoir, David. Oui, bonsoir, Caroline. Bonsoir. Bonjour. Bonsoir, oui. Eh oui, on ne sait plus trop à cette heure-ci, comme vous voulez. Oui, c'est bonsoir. D'accord. Alors, c'est bonsoir. Moi, chez moi, on dit bonjour jusqu'à 17h. Voilà. Oui, c'est vrai. Moi, parfois, je vois dans la journée, il y a des gens à 15h et ils me disent bonsoir. Alors, moi, je commence ma journée, mais bon, j'ose pas leur dire. Oui. Donc, à partir de 17h, on dit bonsoir.
Ça marche. Bah, chez moi, oui. C'est où chez vous? Nancy. Nancy, d'accord. Oui. Et on fait combien de bises? Parce que c'est vrai que selon les régions, ça change aussi, ça. Nous, c'est 2. D'accord, c'est 2. Bon. Mais j'ai les amis, c'est 4. J'ai des amis parisiens, c'est 4. Ah oui, c'est vrai, oui. Non, mais selon les régions, c'est vrai, quand on s'arrête à 2, les gens ont l'air un peu surpris ou déçus, donc bon. Bah oui, mais j'ai des amis parisiens. Je suis d'origine de Paris aussi. Oui. Mais sur Nancy, c'est 2 et les Parisiens, c'est 4. Et alors, il y a longtemps que vous vivez à Nancy? Oh, ça fait 50 ans. Ah bon? Oui. Bon, alors je veux pas révéler votre âge, mais alors vous y êtes né? À Nancy? Oui. Oui. Oui, d'accord. Vous avez fait un petit aller-retour à Paris, mais vous n'êtes pas resté très longtemps. Oh, j'ai beaucoup travaillé. D'accord. Et justement, vous voulez nous parler, vous avez un souci, un gros souci dans votre travail. C'est pas un gros souci. Ah bon? Voilà, je vous explique au plus vite, parce que je sais qu'il y a beaucoup de monde à l'émission derrière. Ne vous inquiétez pas. Je suis un fidèle de votre émission. Merci. Ah bah tous les jours, tous les soirs. Alors, je suis micro-entrepreneur. Micro-entrepreneur, d'accord. Oui, mais c'est une micro-entreprise, voilà. Et c'est quoi une micro-entreprise? Je suis à mon compte sans être à mon compte, voilà. Bon. Et dans quoi? Dans quel domaine? Alors moi, je suis plombier, couvreur, zingueur, maçon. Ah, vous faites la maçonnerie en plus de la plomberie? Ah, de tout, de A à Z, électricien, de tout corps d'état. Non, c'est formidable. Mais alors comment ça, vous êtes à votre compte sans être à votre compte? C'est-à-dire parce que une micro-entreprise, oui. Vous faites toujours partie de la NPE. Et quand vous avez les chantiers, vous déclarez ce que vous gagnez. Oui. Soit vous êtes payé par la NPE. Si vous n'avez pas de boulot, vous êtes payé par la NPE. Oui. Et si vous gagnez trop, vous n'êtes pas payé. Voilà. C'est pas simple comme statut. Non, l'hiver, c'est pas simple. Bon. Pourquoi? Parce qu'il y a moins de demandes l'hiver? Je croyais que les plombiers étaient toujours très demandés, moi, hiver comme été. Dans les grandes villes, oui, mais moi j'habite à 12 km de Nancy. Ah donc, oui, d'accord. C'est pas évident. Bon, c'est bon à savoir, parce que quand on a besoin d'un plombier, en général, c'est rapidement. Donc, oui. Vous êtes disponible, vous, rapidement? Moi, c'est 24 heures sur 24. Ah bon? Vous faites même les urgences la nuit? Même le week-end, oui. Ouh là là, mais je vais prendre votre numéro, moi. Mais Nancy-Paris, ça fait un peu loin. Non, je n'en ai pas pour longtemps, j'en ai pour 3 heures de route. Ah oui, mais... Faut pas un gros dégât des eaux, alors. Bon, vous êtes formidable. En tout cas, vous êtes motivé. Mais alors, le problème, c'est que vous avez eu un accident, là, je crois. Voilà. J'étais sur un chantier, donc un chantier déclaré et tout. J'ai traversé une toiture sans tomber par terre. Je me suis raccroché à la charpente. Oh là là, oui, encore, heureusement. Je me suis rattrapé avec mes bras. J'ai eu des côtes de cassé, ça s'est guéri. Oh là là, oui, ça fait. J'ai eu le coccyx de cassé, je vous explique au plus vite. Oh là là. Non, alors, puisque vous écoutez tous les soirs, vous savez, David, qu'on marque une petite pause à 23h pour les infos. Oui. Et puis on se retrouve tout de suite après, d'accord? Oh, mais oui, avec plaisir. À tout de suite, ne raccrochez pas. Elle accompagne vos nuits. La libre antenne, Caroline Dublanche sur Europe 1. Cette émission qui est la vôtre, nous sommes ensemble depuis 22h30 et en direct comme tous les soirs jusqu'à 1h du matin. Alors si vous avez envie de nous parler de vous, de votre vie, partager vos préoccupations avec nous, la ligne est ouverte au 39 21 et Paul et Amandine se feront un plaisir de vous y accueillir. Alors nous sommes en compagnie de David. Vous êtes là, David? Oui.
qui est plombier. Et alors moi, quand vous serez rétabli, j'ai déjà des futurs clients pour vous. Il y a Clélia qui dit un plombier, chouette, vite votre numéro de téléphone, s'il vous plaît. Et puis il y a Nati qui habite à Saint-Max. Elle dit que c'est juste à côté de Nancy. Oui. Et qui vous fait donc 2 grosses bises. Voilà. Oui. Oui, pour le moment, c'est pas les bisous que je veux. Je voudrais qu'on me donne un conseil. Oh alors, elle va être déçue, Nati. Mais non, je vous taquine. Je leur en fais quand même, mais... Vous voulez des conseils, oui, parce que vous étiez en train de nous expliquer que vous étiez malheureusement passé à travers une charpente. Heureusement, vous avez pu vous rattraper, mais enfin, vous êtes quand même cassé les côtes. J'ai eu 5 côtes de cassé, bon, ça c'est guéri. J'ai eu le coccyx de cassé, j'ai eu un hématome au coccyx. Mais bon, comme en entrepreneur, je me suis pas arrêté parce qu'il fallait que je finisse mon chantier. J'ai continué pendant 3 semaines, 1 mois même. Et du jour au lendemain, j'ai eu la jambe tout endormie. Je ne sentais plus rien dans ma jambe. Ah oui. Alors, j'en ai discuté avec une dame que je fais des gros travaux chez elle, là, encore à l'heure actuelle. Oui. C'est pour ça que je pensais au collègue qui a passé la radio avant, avec ses amours et tout ça. Il faut qu'il soit patient, et puis il vaut mieux qu'il aille dire pour amitié. Bon, je ne vais pas rentrer je vais pas retourner en arrière, je parle pour moi. Oui. Donc voilà, donc j'ai été voir mon médecin, parce que la dame que je travaille, c'est une amie d'enfance, qui m'a même porté bébé dans ses bras. Elle m'a dit, va au médecin. J'ai été voir mon médecin traitant. Oui. Il m'a envoyé voir un spécialiste pour faire un écho-doppler pour mes artères, tout ça, parce qu'il y en a beaucoup avec les gens que je côtoie. Ils m'ont dit, tu as les artères de boucher et tout ça, vas-y. Bon, j'ai été voir mon médecin, il m'a envoyé voir un spécialiste là-dessus, passé l'écho-doppler, il me dit, tout est bouché. Comment ça? Les artères? Les artères, oui, de ma jambe. Donc c'est pas lié. Alors, oui. Alors écoutez-moi voir. Il me dit, vous fumez? Je dis non, j'ai jamais fumé de ma vie. Il me dit, c'est pas possible, vous avez la maladie des fumeurs. Alors, moi, j'ai écouté voir. Que les artères, vous voyez que les fumeurs? Il me dit, oui, on pense qu'à ça. Mais je m'attendais. Dans mon métier, moi, je suis plombier, couvreur, zingueur, étancheur, applicateur. Je suis même du macadam, vous voyez, les enrobés et tout ça. On respire tous les gaz. Vous savez ce qu'ils m'ont dit? Non. Ah bon, on n'y pense pas. Bon. Il me dit, j'appelle l'hôpital, je vous fais hospitaliser tout de suite. Ah oui, d'accord. C'était il y a combien de temps, ça? Je dis, non, moi, je suis pas chaud, moi. Oui, mais... je lui dis, non, je suis pas chaud. Bon, il m'a donné rendez-vous. J'ai été à l'hôpital. Oui. J'ai été à l'hôpital. Bon, il m'a sculpté. Voilà. Il me dit, vous avez mal? Je dis, non, j'ai aucune douleur, mais c'est que endormi. Bon, bref, et puis... il m'a dit, on se revoit le 18 mai. Voilà. Il me dit, vous avez des douleurs? Je dis non. Je dis, à part j'ai des crampes, ça m'arrive d'avoir des crampes, mais tendons. Mais vous le revoyez le 18 mai, pourquoi? Pour entrer en clinique? Non, pour refaire un examen. Mais je comprends pas, parce que là, vous semblez me dire que le médecin, au vu de l'examen, était assez préoccupé et voulait vous hospitaliser. Oui. Et finalement, bon, comme vous, évidemment, ça vous... Et là, il reporte au 18 mai? Ça fait long si vous avez les artères bouchées. Le seul problème, c'est qu'il m'inquiète. Je dis, je suis bien d'accord de me mettre en arrêt de travail. Oui. Mais qui me met en maladie? Mon médecin traitant ne veut pas. Ah bon? Pour quelle raison? Non. Parce que tant que je suis pas opéré, ils ne veulent pas me mettre en arrêt de maladie. Le spécialiste là, pour l'écho-doppler dans la région, je lui ai dit, vous mettez en arrêt de maladie? Il me dit non. J'ai été à l'hôpital, ils me disent non. On met pas en arrêt de maladie pour ça. Alors moi, c'est incroyable ça. Voir, moi, quand je fais un clocher d'église et tout ça, parce que je fais des clochers d'église aussi, quand je monte à 60-70 mètres de haut,
Ma jambe elle bloque. Vous pouvez pas prendre ce risque. Non, vous pouvez pas prendre ce risque. C'est d'ailleurs peut-être pour ça que vous êtes tombé. Qui peut me dire comment non, mais alors je ne comprends pas parce que le fait qu'ils ne veuillent pas vous mettre en arrêt maladie parce que tant que vous n'êtes pas opéré, mais votre état actuel ne permet pas de travailler. Bah, écoutez, de toute façon, vous avez des côtes cassées et vous avez le coccyx cassé. Donc non, mais les côtes, c'est guéri. Hein, d'accord. Et le coccyx décembre, c'est guéri. Et le coccyx? Le coccyx, il est guéri quand même. Mais moi, c'est la jambe qui est... oui, vous n'avez plus de sensibilité dans cette jambe, donc vous n'êtes... évidemment, vous ne voulez pas prendre le risque et vous avez raison. Là, je suis au téléphone, j'ai le mollet tout dur jusqu'au genou. Hein. Je sens rien. Hein. Oui, mais alors, est-ce que c'est prudent d'attendre jusqu'au mois de mai? Est-ce que finalement, au vu de cette situation, il n'est pas bon de revoir le médecin et de dire, écoutez, qu'est-ce que vous en pensez? Bon. Est-ce qu'on peut attendre le mois de mai ou est-ce que vous pensez qu'il est préférable de le faire avant? Parce que c'est votre santé qui prime, là. J'entends les problèmes, évidemment. Je ne sais pas, parce qu'ils m'ont même mis un médicament pour pas faire d'infarctus. Mais oui, pour fluidifier le sang. Voilà. Et bon, ça améliore quand même, hein, je ne le dis pas. Oui, mais enfin, c'est finalement, ça n'a rien à voir avec votre accident survenu dans le cadre du travail. Non. Finalement, cet accident a eu un effet bénéfique, c'est que vous avez passé des examens et c'est à cette occasion qu'on s'est aperçu que vos artères étaient bouchées. Et ça, c'est quand même quelque chose dont il faut s'occuper rapidement, en principe. Bah oui, mais dans ce cas-là, ils me mettent en... C'est pas que je vais mais il voulait vous hospitaliser et bon, je comprends sur le moment évidemment. Ah non. Ah bon. C'est pas ça moi. Quand le spécialiste là qui a téléphoné à l'hôpital, bon, il a pris rendez-vous devant moi par téléphone. Je dis bon d'accord, il m'a laissé un cadre de réflexion. Je dis bon d'accord, j'y vais. Je suis arrivé à l'hôpital. Ils m'ont dit non, vous marchez, vous travaillez, bougez. Au final. Alors, j'ai posé la question aux trois, donc mon médecin traitant, le spécialiste là, pour l'échographie, et puis à l'hôpital. Ah non, on ne peut pas vous mettre. Non, mais alors moi, ça me sidère, parce que vous avez vu 3 médecins. Ben, moi aussi. Non, mais parce qu'on arrête pour moins que ça. Alors après, parfois une personne qui a mal au dos, et le mal de dos, évidemment, ça peut être dans certains métiers très invalidant, on le met en arrêt maladie. Là, compte tenu, pour une angine, on est en arrêt maladie. Enfin, je vais pas citer une gastro. Et là, il y a quand même un diagnostic de posé d'artère bouchée. Il va falloir faire une intervention, on risque d'avoir des pontages. Enfin, et en attendant. Oui. Ben oui, vous allez avoir des stents, oui. Mais pourquoi on ne... Moi, je ne comprends pas. Pourquoi ils refusent de vous mettre en arrêt maladie? Moi, par rapport à les personnes que je connais, on m'a dit non. C'est pas les médecins, hein. On m'a dit non. Tant que tu ne seras pas opéré, tu ne seras pas en arrêt de maladie. Alors, ils attendent vraiment le gros accident, je ne sais pas. Il faudrait... Alors, vous avez vu le médecin traitant, un angiologue. Qu'est-ce que vous avez vu à l'hôpital? Celui qui voulait vous opérer? Bah, c'est le chirurgien carrément. Bon. Et puis qui, le troisième? Bah, le deuxième, c'est celui qui m'a passé l'écho Doppler. Oui, c'est pas lui qui peut vous mettre en arrêt maladie, mais ça serait votre médecin traitant. Eh ben, il veut pas. Alors, alors moi j'avoue que là je suis tout comme vous étonné. Je ne sais pas si les auditeurs ont un avis sur cette question, parce que on fait des arrêts. Alors évidemment on fait des arrêts maladie pour une angine. Vous n'allez pas être arrêté 3 mois, c'est évident. Là, si c'est jusqu'à l'intervention. Et même après, d'ailleurs, parce que vous n'allez pas reprendre le travail immédiatement. Parce que mon médecin traitant, il m'a dit, moi, je ne peux pas vous arrêter parce que l'opération, elle dure 3 jours. Au bout de 3 jours, vous n'aurez rien. Voilà. Vous n'aurez rien, c'est-à-dire... vous n'allez pas reprendre le travail immédiatement. C'est pas vrai. Je sais pas. Mais il est curieux, votre médecin traitant. Il faudra prendre un autre avis. Hein. Oui, mais c'est un médecin de campagne, puis il me connaît depuis... Oui, mais ça veut rien dire. Ans. Oui, mais il sait que je suis un battant. Oui, mais enfin, lui, il n'avait pas diagnostiqué le problème d'artère bouchée.
Mais oui, vous n'aviez pas de symptômes. Vous n'aviez pas de symptômes. Vous n'êtes pas fumeur. Oui. Non. Heureusement que, enfin, finalement, c'est un mal pour un bien, cet accident. Parce que vous n'auriez pas eu cet accident et donc des explorations, des examens complémentaires, ils n'auraient pas détecté ça. Alors moi, j'ai fait appel à vous pour savoir si vous pouvez m'aider ou s'il y a des patients, des gens comme moi qui écoutent vos radios, s'ils peuvent me dire quelque chose ou pas, je sais pas. Alors, j'ai un message de Denis là qui me parvient, je ne sais pas, Denis, pour Denis, il faudrait vous tourner vers la caisse primaire d'assurance maladie qui pourrait vous faire examiner par un expert. C'est pas bête, ça. Moi, on m'a dit d'aller à la médecine du travail. Mais comme moi, je suis en micro-entreprise, oui. Je n'ai pas le droit à la médecine du travail. Vous n'avez pas droit à la médecine du travail? Eh ben non, en micro-entreprise, j'ai pas le droit. Parce que je suis propre patron. Et vous ne pourriez pas appeler l'inspection du travail pour leur demander conseil? Ou alors il faudrait que j'arrête mes chantiers pendant 15 jours à un mois, puis rentrer en intérimaire, admettons, et puis dire tac, tac, et puis voilà. Non, mais là, ça serait... Enfin, mais vous ça, voyez... ils vont le voir. Ils vont le voir, la médecine du travail, que mes artères sont bouchées, que ça fait que ça. Ah ben ça, évidemment. Vous arrivez avec vos... Alors, mais c'est moi, pas... je veux pas tricher, je suis pas du genre là. Ben j'entends bien. Je reçois un message d'Armand qui au moment où vous parlait de arrêt maladie, médecine du travail, mais ça serait réglé, mais bon, vous n'y avez pas droit puisque vous êtes micro-entrepreneur. Alors, il y voir également du côté de l'inspection du travail, aucun de ces deux services ne vous laissera travailler avec ce problème d'artère. Même si ce problème est non lié au travail. Parce que c'est grave. Oui. Enfin, c'est grave et c'est avéré. C'est-à-dire que là, un mal de dos, parfois, on ne trouve rien aux radios. Mais la personne souffre pour autant. Mais c'est plus délicat, vous voyez, à expertiser. Alors que là, problème d'artère bouchée, je trouve que la suggestion de Denis est peut-être intéressante de vous tourner vers la caisse primaire d'assurance maladie en disant, écoutez, quel recours j'ai? Mon médecin traitant ne veut pas m'arrêter puisque je ne suis pas opérée. J'ai un rendez-vous pour le mois de mai. En attendant, qu'est-ce que je fais? Je ne peux pas travailler. Et ils ont des médecins experts. De toute façon, à mon avis, vous seriez amené à les voir parce que, bon, la caisse primaire d'assurance maladie vérifie, donc ils font appel à des médecins experts. Et je pense qu'eux seront à même de vous dire vers qui vous tournez. Oui, mais je suis quand même surprise que votre médecin traitant ne vous arrête pas, je sais pas, moi au moins, 15 jours en attendant de voir. Alors, il y a quelqu'un qui dit beaucoup de messages pour vous. Il y a Colombe qui dit, est-ce qu'il n'y a pas un médecin à l'écoute qui pourrait appeler pour éclairer ce monsieur? En attendant, Colombe dit, il faut vraiment prendre bien soin de vous. Il y a Lala qui dit, il faut aller voir un autre médecin, il faut surtout pas rester comme ça. Nati dit, bah oui, renseignez-vous directement auprès de la caisse primaire d'assurance maladie pour votre arrêt maladie. Moi, je pense que là, vous trouverez un recours. Mais, et peut-être revoir avec le chirurgien, lui poser la question quand même en disant, écoutez, j'ai été pris de court la dernière fois quand vous m'avez diagnostiqué ce problème d'artère bouchée et vous étiez à milieu d'imaginer ça. Et donc, je comprends votre réaction. Vous avez dit, moi, je suis pas chaud pour me faire opérer. Évidemment, ça vous est tombé dessus. Non. Mais en y réfléchissant, lui poser la question, dire, écoutez, docteur, selon vous, est-ce que j'attends jusqu'au mois de mai ou est-ce que c'est possible de le faire avant? J'aimerais avoir votre avis. Oui, mais moi, le chirurgien, je lui ai demandé qui me met en maladie. Il m'a dit non, pour ça, on ne me met pas en maladie. On ne fait pas d'arrêt de travail. Non, mais enfin, déboucher des artères, c'est quand même pas anodin. C'est à Chute de Nancy. Alors, moi, je ne suis pas médecin, donc je peux malheureusement pas vous renseigner, mais je suis quand même étonnée. Écoutez, pour un rhume, il y a des gens qui en ont une maladie de 8 jours. Donc là, moi, j'y comprends plus rien. Ben bon, moi non plus, on va. Alors, il paraît, Amandine me dit qu'il y a une réaction. C'est Florence qui est avec nous au 39 21. J'espère qu'elle va pouvoir un peu nous éclairer. Puis, il y a peut-être un médecin à l'écoute et ça serait intéressant. Enfin, on aimerait bien vous entendre parce que j'avoue que là, moi, c'est pas du tout dans mon domaine de compétence et que je peux malheureusement pas vous éclairer. Bonsoir, Florence.
Oui, bonsoir. Bonsoir Florence. Bonsoir à tous. Alors, vous écoutez David et qu'est-ce que vous en pensez de sa situation ? Oui, David, écoutez, j'ai vécu une situation d'un proche qui était comparable. Et je peux vous dire qu'il suffit par exemple de dire qu'il y a des vertiges parce que très souvent, les personnes qui sont ce genre d'affection peuvent avoir des vertiges, d'autant plus si on prend des médicaments qui permettent de fluidifier le sang. Et donc, en fonction de votre job, écoutez, des vertiges, ça ne va pas. Les donc, vertiges Oui, les vertiges. Les vertiges, j'en ai. Ah, en plus. Voilà. Et moi, je connais le proche dont je connais a eu le même cas de figure et en fait, à l'hôpital, ils n'arrêtent pas. Ils disent que cela ne relève pas de leurs compétences, que cela relevait de la compétence du médecin généraliste. Mais oui, c'est vrai. Et puis, le médecin généraliste, il pose la question. Et puis, si on ne manifeste pas plus, de problèmes, symptômes, oui. Voilà, de symptômes. Ou alors, il y a des médecins généralistes qui font très peu d'arrêt de travail. Donc, en fait, il faut le dire. Oui, il faut dire, là... j'ai des vertiges, d'autant plus si David en a. Et à faire valoir cela. Et autrement, si le médecin traitant ne veut pas, il faut changer de médecin traitant. Oui, là, il y a quelque C'est chose qui ne va pas. Notre proche l'a fait, il a changé de médecin traitant et il a immédiatement été arrêté. Et d'autant plus, ils ont alerté le médecin du travail. Moi, j'ai l'impression, oui, vous avez raison, Florence. On ne sait pas, puisque en étant extérieur, évidemment, c'est compliqué. On n'a pas forcément tous les éléments, même si David, vous êtes tout à fait de bonne foi. Mais votre médecin traitant, ça donne l'impression qu'il ne mesure pas la gravité du problème. Voilà. Bah oui, parce que j'ai même des points à la poitrine. Ça part de l'omoplate jusqu'au cœur et ça me fait une barre jusqu'à l'autre sein, quoi, en parlant comme ça. Et il n'en tient pas compte. Non, mais c'est incroyable. Non, mais c'est bizarroïde, ça. C'est très curieux. Non, mais surtout qu'en plus, il est évident que dans votre état, vous ne pouvez pas prendre le risque de travailler avec cette insensibilité à la jambe. Ce problème de vertige, vous n'allez pas vous remettre dans une situation de chuter à nouveau, enfin. Écoutez voir, ça m'est arrivé encore hier, chez la dame que je travaille là, dans sa maison. Ça m'est arrivé encore cet après-midi, elle était là. Rien debout et puis me baisser pour ramasser 2-3 gravats, je peux plus me relever, je tombe. Le problème, c'est Florence, oui. D'autant plus si c'est arrivé en présence de témoins, puisque David dit que c'est arrivé en face, la dame était là où il travaillait sur le chantier. Donc à partir de ce moment-là, il pourrait demander à la personne de faire un témoignage en plus. Oui, c'est un peu lourd. Oui, c'est vrai, mais enfin, c'est quand même dingue d'en arriver là. Parce qu'on voit bien que David, vous êtes courageux, vous écoutez pas trop, vous n'êtes pas là à détailler tous vos troubles. Vous voyez, j'ai l'impression que vous n'en aviez même pas parlé de ce problème de vertige à votre médecin. Et puis, du coup, oui. Non, parce que c'est récent depuis que je prends du cardiologique. Voilà. Et oui, donc ça fait 10 jours que... Oui, c'est les effets secondaires. Écoutez, voilà, c'est exactement le cas de mon... il prenait pas le même... c'est le cas d'un de vos... médicament. Et c'est le cas de notre proche. D'un de vos proches. Qui a eu du mal, voilà. Et il était tombé sur un médecin qui faisait comprendre qu'il était limité au niveau des arrêts maladie, que c'était codifié, qu'il fallait tant de jours pour... etc. Et il a changé de médecin traitant. Il a fait valoir immédiatement des problèmes de vertige. Il travaillait dans le BTP et il a été arrêté. Oui, donc comme quoi. Mais on comprend que des médecins hésitent à faire des certificats, des arrêts de complaisance. Mais alors là, on est très loin de la complaisance. On est très loin de la complaisance. Ah oui, on est très loin là. Oui, pardon de vous interrompre. En plus, David, essayez de voir avec son médecin qui contacte directement le médecin du travail. D'autant plus qu'il a une intervention de prévu. Parce qu'il faut quand même savoir que pour déboucher des artères, c'est pas une opération anodine. Non, évidemment. Même si c'est des chirurgiens qui ont l'habitude et que ça se passe bien, mais enfin, c'est pas... Pas tout le monde. Alors, je reçois un message de quelqu'un qui dit « Je suis à mon compte, je comprends ce que vit ce monsieur, parce que c'est très compliqué... » alors attendez, c'est très compliqué de s'arrêter pour se soigner. Les indépendants sont abandonnés par la médecine. Et pourtant les cotisations augmentent.
Franchement, il y a quelqu'un qui dit aussi, il faut appeler votre médecin pour parler de vos vertiges ou changer de médecin. Et puis aller voir à la caisse primaire d'assurance maladie. Hein. On a d'autres réactions qui arrivent également. Je vous remercie beaucoup, Florence. Et ça va mieux pour votre proche depuis? Oui, ça va mieux. Il a eu cette intervention et il a même été arrêté après. D'accord. Donc il y a quand même. J'ai réagi, j'ai trouvé ça. Oui, parce que j'ai un message de Mimi Boulanger qui dit quand on est indépendant, la sécurité sociale ne prend pas en charge les arrêts de travail, bien sûr, à moins de souscrire une assurance particulière. Voilà, c'est ça, quand on est indépendant. Oui. J'ai tout ça. Hein. Vous avez tout ça en plus. Bon. Oui. Écoutez, alors, si vous avez tout ça, vous avez tout intérêt à le faire, d'autant plus que vous êtes dépendant du RSI, alors à ce moment-là. Et le RSI va être rapproché de la Sécu en général. Vous savez, il y a la réforme. On attend encore un petit peu, hein, parce que ils semblent fonctionner, mais pour le moment. Oui. Alors, je reçois un message de quelqu'un qui dit je suis infirmière et comme Florent, je conseille à David tout simplement d'aller voir un autre médecin. Bon courage à lui, dit cette personne. Oui. Il faut la priorité c'est votre santé là, David. Hein. Franchement, oui, non, mais, vous en avez donc attendez, il faut prendre soin de vous. On va accueillir également. Merci beaucoup Florence pour votre intervention. Merci pour vos conseils. Hein. Voilà. Sinon, s'il est à Paris, je ne sais pas si on peut donner le nom d'un. Il y a un centre médical qui est très très bien où ils ont plus des. Non, il est à Nancy. Il est à Nancy, David. Ouais. Oui, mais le déplacement, je peux le faire, hein, parce que j'ai beaucoup d'amis, j'ai de la famille là-bas, mais bon. Oui, non, mais c'est quand même préférable que ce soit le médecin traitant du domicile. Hein. Je reçois, voyez, sur Facebook un message de Brigitte qui dit « J'ai subi une mastectomie au mois d'août et mon arrêt maladie a débuté le jour de l'intervention. Les médecins ne pouvaient pas le faire débuter avant cette date-là, alors que je devais avoir du temps libre pour voir le cardiologue, anesthésiste, enfin, j'ai dû faire avec. » Bon. Oui, on voit qu'il y a des choses un peu compliquées. Bon, merci beaucoup en tout cas Florence pour votre appel. Bonne soirée à vous. Bonne continuation à David. Merci Florence. Bonne soirée à vous aussi. Et on accueille Anne. Bonsoir Anne. Oui, bonsoir Caroline. Alors Anne, vous avez travaillé à la Sécurité sociale ? C'est pas vraiment le sujet là. Mais non, je voulais savoir si j'ai pas tout entendu. Hein. J'ai pris l'émission. Mais David va pouvoir vous répondre par rapport. David a fait une déclaration d'accident de travail. David, on a perdu David ? Oui. Ah, est-ce que vous avez fait une déclaration ? On m'a pas perdu, mais j'ai pas entendu. Bon, alors déjà quand même, je tiens à vous préciser, puisque vous n'avez pas tout entendu, c'est un problème d'artère bouchée, donc ça n'a rien à voir avec l'accident du travail. Voilà. Il est tombé, d'accord. Est-ce que là, il a fait un accident de travail, une déclaration d'accident de travail ? Je suis entrepreneur. Vous n'avez pas du tout de possibilité d'être en accident de travail ? Non, je suis entrepreneur. Oui, mais les entrepreneurs peuvent avoir des accidents du travail. Oui, ça me paraît, ça me paraît un petit peu. C'est à nous, normalement, c'est à nous à gérer nos arrêts de maladie et puis voilà quoi. Parce que moi, parce que moi je suis en micro. J'ai un doute sur le. Non. Alors attendez. Le montage là. Écoutez-moi voir. Moi je suis en micro-entreprise. Donc, je fais partie aussi bien de la NPE que patron. D'accord. Il faut se mettre dans le corps de la vie. Moi, je connais pas. Quand je travaille, je ne touche pas la NPE. Si je travaille pas, je touche la NPE. Voilà. D'accord. Mais il y a quand même bien un moyen pour pouvoir être en accident de travail. C'est ce que je me demande. Mais vous avez travaillé à la sécurité sociale, comment ça se passait pour les auto-entrepreneurs ? Ils ont un régime particulier. Voilà. Oui, j'ai un régime particulier. Je ne sais pas. Attendez. Je ne connais pas leur régime. Mais pour moi, toute personne peut avoir un accident de travail. Et à part l'accident du travail, qu'est-ce que vous lui conseillez ? Au niveau du coccyx, voilà. Moi, je sais que ça pourrait être, comme le coccyx a été cassé. Oui, j'ai eu un hématome. Ça peut descendre sur le sacrum et là, écraser le sacrum. Et quand le sacrum est écrasé, les nerfs de la jambe ne circulent plus.
Oui, alors attendez Anne, on ne va pas rentrer... oui Anne, pardonnez-moi, voilà. Mais là, on ne peut pas poser un diagnostic, nous. Vous voyez, j'entends votre explication, mais David a vu un chirurgien, a passé un écho-doppler, parle d'artère bouchée quand même. Donc, bon, il y a quelque chose, vous voyez, il y a quand même eu un chirurgien... écho-doppler fait, donc un diagnostic de poser. Moi, je vous conseillerais de faire une radio ou un scanner du sacrum aussi. Bon, merci, mais c'est pas à nous de poser le diagnostic. Il vaut mieux voir quand même un petit peu ce qu'il en est, sachant qu'il a quand même vu des médecins. Merci pour votre intervention. On va accueillir Denis. Bonsoir, Denis. Oui, bonsoir Caroline. Bonsoir. Nous commençons à nous connaître, parce que je suis déjà intervenu sur l'antenne avec vous. D'accord. À 2 ou 3 Hier soir reprises. Oh non, c'est moi le fameux président du jury de l'école d'éducateurs pour jeunes enfants, par exemple. Ah oui, donc avant-hier soir. Ah bah c'est bien, vous êtes très polyvalent alors. Voilà, donc en fait, pendant des dizaines d'années, j'ai contrôlé des caisses de sécurité sociale. D'accord. Et donc, si vous voulez, je peux apporter des éléments de réponse sur le plan administratif, et vous avez tout à fait raison de dire que il ne s'appartient pas aux uns et aux autres ici, de poser un diagnostic. Surtout pas. Voilà. Non, surtout pas. Non. Ce monsieur, David, là, il a donc 2 sources d'informations. La première, c'est l'URSSAF, parce que c'est l'URSSAF qui gère le statut d'auto-entrepreneur. Oui. Donc, en téléphonant donc à l'URSSAF dont il relève, et en précisant qu'il est en statut d'entrepreneur, d'ailleurs, ils doivent avoir ses coordonnées. Il vous écoute, David. Ils pourront lui dire quels sont ses droits au regard de l'assurance maladie. Ça c'est le premier point. Est-ce que j'ai été précis? Donc, téléphonez à l'URSSAF. À l'URSSAF, puisque c'est l'URSSAF qui gère les statuts d'auto-entrepreneur. D'accord. Oui. Vous avez de quoi noter, David? Oui, c'est déjà noté. Bon, super. Voilà. Donc l'URSSAF gère les statuts d'auto-entrepreneurs qui sont sortis il y a peut-être 10 ans maintenant et qui vous préciseront notamment quels sont vos droits par rapport à votre situation. Voilà. D'accord. Ensuite, le second point, c'est téléphoner à la caisse primaire d'assurance maladie dans vos relevés, parce que d'une façon ou d'une autre, il y a des cotisations d'assurance maladie qui sont versées régulièrement à la caisse primaire d'assurance maladie pour vous. Vous allez, en téléphonant, vous allez arriver sur une plateforme où vous avez des jeunes filles qui répondent à des questions selon une procédure. Bien. Donc, il faut prendre son temps, il faut être très précis. Et si vous voulez, ce que j'entendais tout à l'heure dans la conversation, c'est qu'il ne faut pas utiliser le terme d'arrêt maladie. Ce qui importe actuellement, c'est de faire reconnaître votre incapacité au travail. Ah oui, c'est différent. Non, c'est pas une je veux pas l'incapacité au travail. C'est pas ça que je veux. Je veux savoir quand ils vont me mettre en arrêt maladie. Si, comme on m'a dit beaucoup de gens m'ont dit, tu seras en arrêt maladie quand on t'opérera. Et quand tu sortiras, tu toucheras plus. Voilà, c'est le seul but que je veux. Alors moi, ce que je vous réponds... Même là, je travaille encore. Moi, ce que je vous explique, alors, sur le plan juridique, pour avoir bénéficié d'un arrêt maladie, il faut pouvoir constater l'incapacité au travail. Mais voilà, c'est ça. Ça peut être temporaire. Parce que vous avez... temporaire. Ça peut être temporaire. Écoute, ça peut être temporaire. Vous n'allez pas être... De toute façon, ça s'appelle une incapacité temporaire de travail. C'est exactement le concept. Et cette incapacité temporaire de travail, si elle est constatée par un médecin assermenté par la caisse primaire d'assurance maladie, qui en quelque sorte va se substituer à un médecin généraliste traitant, vous voyez, si lui donne son accord, ensuite vous aurez un arrêt de maladie, parce que l'arrêt de maladie c'est quoi? Ça vous permet de percevoir à partir de 2 jours de carence des indemnités journalières, c'est ça la finalité, c'est d'être protégé financièrement
pendant votre arrêt de travail. Et ensuite, quand vous serez, alors, après l'arrêt de travail, après votre intervention chirurgicale, vous serez revu par les instances de la Caisse primaire d'assurance maladie pour prononcer ce qu'on appelle la consolidation. Et c'est après la consolidation que vous pourrez à nouveau exercer votre activité professionnelle. C'est long, ça prend beaucoup de temps? Tout dépend, si vous voulez, des investigations médicales. Parce que s'il s'agit simplement d'examen de ce qu'on appelle en imagerie médicale, l'écho Doppler, scanner, tout ça, c'est ce qu'on appelle le dispositif d'imagerie médicale. Bon, ça va. Mais maintenant, actuellement, on n'opère pas en ouvrant. Surtout pour les artères, on fait passer des caméras sondes. Il y a un système pour nettoyer les artères qui sont rapides et qui peuvent être en ce qu'on appelle en ambulatoire, c'est-à-dire que la personne reste 24 heures, 48 heures maximum à l'hôpital. C'est bien, c'est moins invasif en plus. Oui, en fait, ils font passer des petits ovules comme des petits œufs dans les artères et ça nettoie les artères. Mais moi, il me semble, à l'écoute, que le monsieur, évidemment, il a une préoccupation, c'est son état de santé, David. Et d'être indemnisé, parce que finalement, il faut qu'il vive aussi en attendant. C'est pour ça que je vous demandais si ça prenait du temps. Il nous faut une couverture, assurance maladie. Donc, premier point, c'est téléphoner à l'URSSAF, je résume, quels sont mes droits? Voilà ce qui m'arrive, quels sont mes droits. Et d'ailleurs, l'URSSAF lui dira ensuite de téléphoner à la Caisse primaire d'assurance maladie, où des techniciens décideront de vous prendre rendez-vous avec un médecin expert, et c'est lui qui se prononcera pour déclencher l'arrêt de maladie et le versement des indemnités journalières. Voilà. Je croyais que c'était des auditeurs me disent que c'est le RSI quand on est indépendant et pas la Caisse primaire d'assurance maladie. Alors, effectivement, le RSI, c'est les taxes. Non. Je dis non parce qu'effectivement, j'ai fait ça pendant des dizaines d'années. Mais effectivement, la Caisse primaire d'assurance maladie, c'est le régime général des salariés. Et le RSI, que je connais parce que je les ai contrôlés aussi, c'est le régime de ce qu'on appelle des indépendants, des artisans et des indépendants. Voilà. Donc, le mieux, c'est... Alors, effectivement, c'est le RSI, là. Mais il peut téléphoner à l'URSSAF et c'est l'URSSAF qui va lui donner la démarche très précise à suivre auprès du RSI, avec comme objectif d'obtenir une couverture d'assurance maladie, quoi. Bon, je vous remercie, c'est très clair. Mais vous avez raison, c'est pour les artisans et indépendants, en attendant le projet de fusion des régimes tel que le veut le président de la République, actuellement c'est toujours le RSI pour les artisans et les indépendants. Oui, pour le moment. Pour le moment, oui, c'est vrai. Donc la priorité est de téléphoner à l'URSSAF dans un premier temps. Sur le plan administratif, la priorité, c'est téléphoner à l'URSSAF, demander une personne qui puisse l'éclairer sur ses droits au regard suite à un accident de travail, parce que en fait, un accident de travail, ce qu'on ne sait pas, c'est la corrélation entre les troubles. Des troubles de la jambe et la chute. Hein. Oui, c'est pour ça qu'Anne disait, est-ce que le fait qu'il n'y a pas eu dans cet accident, dans cette chute, quelque chose, un écrasement qui pourrait provoquer ça? Après tout, ça peut être une piste aussi. Mais ça, c'est pas à nous d'en décider. C'est après des médecins experts qui vont évaluer un peu. Ça sera les expertises médicales. Donc, l'URSSAF, la plateforme de l'URSSAF, dire, voilà, je suis auto-entrepreneur, j'ai des droits au regard d'assurance maladie que les médecins généralistes ne veulent pas me reconnaître, ne veulent pas, etc. Quels sont exactement mes droits? Et ensuite, David téléphone au RSI pour ouvrir un dossier au plus tôt, même si c'est assorti d'une première expertise pour pouvoir faire démarrer l'arrêt de l'assurance maladie. Mais écoutez, je vous remercie beaucoup, Denis, pour ces renseignements. Vous avez été très clair. Ça me donne beaucoup d'idées. Oui, ça vous donne, un peu sur la procédure à suivre. C'est important. On va vous prendre pour expert, mon cher Denis, parce que sur tous les plans, parfait.
20 sur 20 à l'oral à chaque fois, puisqu'on en parlait avec Sonia et qui voulait passer le concours d'éducateur de jeunes enfants. Vous êtes formidable. Merci d'intervenir. Vous pouvez lui dire que je le remercie beaucoup. Parce que mais il vous écoute. Vraiment. Ma finalité, je remercie beaucoup. Ma finalité, c'était d'intervenir très vite pour rassurer David. Oui. Pour qu'il n'ait pas l'impression que toutes les portes se ferment. Parce que... et là, pour le moment, les portes se ferment. Puisque vous êtes couvert, en plus, vous avez une assurance privée. Enfin, donc, vous voyez, les choses, vous allez être pris en charge. C'est important. Et je vous remercie beaucoup d'avoir pris la peine de téléphoner, encore une fois, Denis, pour rassurer David. Et alors, j'avais fait appel aussi à un médecin en disant, est-ce qu'il y a un médecin à l'écoute, qui pourrait un peu nous éclairer? Et figurez-vous, il y a un autre Denis qui est là et qui est médecin et qui voudrait vous parler également, David. Donc, voilà. Ils sont formidables, les Denis, ce soir. C'est parfait. Merci beaucoup, Denis, pour toutes ces explications. À une prochaine nuit, alors. Bonne soirée, oui. Je le remercie, bon courage à David. Merci, Denis. Oui, merci. Au revoir. Au revoir. Bonsoir, Denis. Alors, Caroline, vous m'entendez? Oui, merci d'avoir répondu à mon appel. Dites-moi, vous collectionnez les Denis, ma parole? Oui, ils sont formidables. C'est trop drôle, c'est incroyable. Oui, c'est amusant. Alors, vous êtes écoutez, médecin. Je suis un fidèle auditeur de votre émission. Je vous assure, je tiens à vous féliciter pour votre immense talent. Ça, c'est vraiment... Chapeau ce que vous faites, Caroline. Vraiment, c'est exceptionnel. Beaucoup. En l'occurrence, je m'appuie beaucoup aussi là sur vos compétences et je vous remercie d'avoir répondu à mon appel parce que là, ça ne relève pas du tout de mon domaine de compétences. En même temps, on a à cœur d'aider David qui est dans une situation bien compliquée. Mais oui, ce pauvre David. Vous avez entendu depuis le départ sa situation? Oui, j'ai tout écouté. Et lui vous écoute maintenant attentivement, David. Voilà. Bonsoir, mon cher David. Alors, dans le problème de David, il y a deux aspects. Il y a un aspect administratif pour lequel je n'ai aucune compétence, mais qui a été brillamment traité par mon homonyme, par le précédent Denis. Oui, c'est vrai. Chapeau, il a très bien traité. Par contre, sur le volet médical, là, on est tout à fait dans mon domaine. Alors, mon cher David, c'est difficile de faire une consultation par téléphone, mais quand même une question importante. Est-ce que quand vous marchez très très longtemps, vous êtes obligé de vous arrêter du fait de l'apparition d'une crampe? Non, ça serait plutôt le mollet qui gonfle. Oui. Mais pas de douleur. Alors écoutez, ça me conforte dans l'idée que vous nécessitez une prise en charge globale de toutes vos pathologies. Et j'ai malheureusement l'impression que votre médecin traitant actuel n'a pas exercer toutes ses compétences sur une prise en charge globale. Je suis très gêné de vous dire, mais ce serait peut-être quand même utile de changer de médecin, mon cher. Parce que là, vous avez quand même plusieurs pathologies qui deviennent préoccupantes, compte tenu de votre âge. Le fait qu'il y ait une artérie des membres inférieurs chez un patient qui ne fume pas nécessite la recherche. Voilà. Donc, ça nécessite la recherche d'autres causes. La première cause pourrait être un diabète. Il n'a jamais été question de diabète chez vous. Mes prises de sang, je n'ai pas de diabète. Bon, alors, pas de cholestérol. Donc, il faut poursuivre cette prise en charge, David. Il faut une prise en charge globale de toutes vos pathologies. Et pour l'instant, je trouve que c'est un peu du bricolage. Néanmoins, je tiens quand même à vous rassurer. Le traitement actuel de l'artérie des membres inférieurs est quelque chose de bien connu, bien codifié, très simple. Donc ne vous faites aucun souci. De ce côté-là, vous allez avoir une énorme amélioration et c'est un acte qui est extrêmement simple. Il va y avoir probablement une pose de stent. En quelques jours, cette affaire est réglée et vous allez retrouver une excellente amélioration. Mais ce qui me préoccupe, mon cher David, c'est votre prise en charge globale sur le plan médical. Et là, j'ai l'impression, malheureusement, que votre médecin n'est pas trop à la hauteur. Il faut vraiment une prise en charge globale, approfondie, sérieuse de toutes vos pathologies. L'apparition d'une artérie des membres inférieurs chez un patient qui n'est ni fumeur ni diabétique... Oui, qui n'a pas de facteur de risque, a priori, donc... Eh oui,
Chercher les causes. Voilà, il faut creuser cette affaire. Il faut une prise en charge globale. Lui, mon médecin, il cherche que pour la prostate. Oh, ça n'a rien à voir. La prostate n'a rien à voir. Bah, c'est lui qui est préoccupé par sa prostate, peut-être, mais bon. Oui. Ouais. Non. Écoutez-moi voir. Je fais une prise de sang tous les mois, parce que j'ai ça, je l'ai pas dit à l'antenne. J'ai trop de globules blancs un jour, trop de globules blancs un rouge. Donc, je fais de la ferritine. Voilà. Alors, il s'occupe de ma prostate. Ça peut être une piste pour cette artère. Alors, je lui ai dit, mais ma prostate, je m'excuse, hein. Mon médecin, je le tutoie, lui me tutoie aussi. J'ai écouté voir. Oui, docteur, ça serait bien de prendre un autre avis. Ma prostate, elle va bien, j'arrive toujours en érection. Hein. Bon. Voilà. Bon, David, effectivement, là, je crois que ça serait. Excusez-moi. Comme Denis vous l'indique, ça serait quand même recommandé que vous preniez un autre avis médical. Vous savez, ma chère Caroline, alors, actuellement. Je change de médecin ou pas? Oui. Écoutez, ma chère Caroline, si vous le permettez, actuellement, il y a un consensus généralisé en médecine. Il n'y a plus du tout de gêne à avoir systématiquement, dès que les choses commencent à devenir sérieuses, à avoir 2 avis. C'est maintenant quelque chose qui est tout à fait banalisé en médecine. Et même quand on est dans les plus grands services, et je vous assure, je suis moi-même professeur de médecine, mais je vous assure, les plus grandes autorités médicales n'hésitent pas à dire un 2e avis. Donc il voit un généraliste ou il voit un spécialiste, à votre avis là? Vous savez, maintenant dans le parcours médical, il faut commencer par un généraliste. Bon. Voilà. Donc il faut qu'il se trouve un 2e avis médical d'un généraliste avec une prise en charge globale. Bon, très bien. Oui. Parce que là on a quand même pas mal de problèmes qui interviennent. Il faut débrouiller tout ça, il faut tout remettre à plat. Il faut chercher une cause à cette artérite. Ce n'est pas normal, une artérite chez un patient qui n'est ni fumeur ni diabétique. Il faut trouver une cause. Oui, comme vous dites, il y a le symptôme est préoccupant, même si on sait très bien le prendre en charge, mais enfin, il faut voir ce qu'il y a derrière et ce qui est à l'origine de ce symptôme. Donc, tout à fait. Mais écoutez, je vous remercie beaucoup, mon cher Denis. Moi, comme j'ai dit, je suis non-fumeur, mais quand je fais toutes mes soudures, tout ça, je respire quand même les gaz. Non, mais c'est pas ça. C'est pas ça qu'il faut. Alors, on peut pas. Non. David, vous comprendrez qu'on ne peut pas non plus faire de consultation à l'antenne. Ça n'aurait pas de sens. Denis vous explique juste qu'il faudrait chercher justement quelles sont les causes à ce problème d'artérite, étant donné que vous éliminez tabac et alcool, de façon à savoir ce qu'il en est. Bon, et donc effectivement, comme vous le dites, arrêtez peut-être un peu le bricolage, c'est la priorité. Après, alors, je tiens à dire quand même à David, pour peut-être nuancer quand même l'avis de son médecin, si David avait un exercice professionnel sédentaire, à ce moment-là, effectivement, l'artérite des membres inférieurs n'est pas une cause d'arrêt de travail. Et même au contraire, je lui dirais, continue à travailler et surtout continue à marcher. Parce qu'à ce moment-là, il y a un bénéfice avec ce qu'on appelle la circulation collatérale. Mais le métier de David étant tellement déjà à risque, en dehors de toute pathologie, que là, je ne comprends pas qu'on ne l'arrête pas. C'est quand même pas sérieux. C'est pas sérieux entre du tout, son insensibilité à la jambe, les vertiges causés par son traitement pour fluidifier le sang, ça paraît fou. Et même qu'il continue à travailler, il prend des risques énormes. Donc vous nous rassurez parce que moi je trouvais là. Il y a urgence à avoir un 2e avis, ma chère Caroline. Mais écoutez, merci. C'est une urgence. Merci infiniment, Denis, parce que là aussi ça a été très clair. Vous êtes formidable. Il y a eu toute une chaîne de solidarité autour de David et on espère qu'il va pouvoir se soigner au plus vite, être arrêté, prendre soin de lui, puisque la priorité, c'est vraiment ceux-là qui prennent soin de lui et de sa santé. Merci parce que vous avez été très réconfortant et ça fait du bien à entendre. Donc, et n'hésitez pas. L'intervention va très très bien se passer, qu'il soit rassuré.
tout ça va très bien se passer. Il va y avoir une énorme amélioration après. Merci beaucoup, Denis, pour votre intervention. Tout le plaisir a été pour moi de pouvoir vous parler enfin depuis le temps que je vous écoute. Eh bien, écoutez, alors peut-être à une prochaine nuit, si d'autres questions médicales sont posées. En général, j'évite les questions médicales parce que n'étant pas médecin, je ne peux pas contrôler ce qui est dit. Et effectivement, là, c'est plus du tout mes compétences. Donc, merci d'être intervenu. Et puis, on va souhaiter un très bon courage à David. Donc vous avez un peu la procédure à suivre. Bon courage surtout. Voilà, prenez soin de vous surtout. Au revoir, bonne soirée. Il y a une excellente médecine à Nancy. Ah bon, bah alors en plus c'est merci, très... Merci Denis, merci Dr Denis. Merci beaucoup. Au revoir. Au Brabant, vous avez tout ce qu'il faut sous la main. Ah bah c'est formidable, alors c'est rassurant. Merci pour toutes ces informations. Au revoir. Avec plaisir. Bonsoir Caroline. Bonsoir. Au revoir. La libre antenne sur Europe 1, Caroline Dublanche. Bonsoir Driss. Bonsoir Caroline. Bonsoir. Ça fait très 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 longtemps qu'on ne s'est pas parlé. On s'est parlé il y a combien de temps alors déjà ? Pour vous dire, il y a 4-5 ans. Ah oui, d'accord. Mais votre histoire, parce que je vois... vous m'aviez déjà appelé pour un problème de couple à ce moment-là ? Non, pas du tout. Non, j'allais me mettre en couple à ce moment-là. Ah, d'accord. Et je vous ai parlé, on a parlé d'une histoire de GEM. Vous m'avez dit qu'est-ce que vous faites. Je vous dis je suis dans un GEM. À Lyon, il y a pas mal de choses à faire. Groupe d'entraide mutuelle, vous voulez dire ? Oui, c'est exact. Ça oui. Alors, je vous ai dit que oui. Et maintenant, non, c'est une femme. Moi, j'ai amené une femme du bled et voilà. Alors attendez, vous avez amené une femme, mais c'est pas la femme dont vous me parliez quand vous aviez appelé la première fois, avec qui vous êtes marié, non ? C'est qui cette femme que vous avez ramenée du bled ? La même. C'est toujours la même. Bon, et c'est où le bled ? C'est le Maroc. C'est le Maroc, d'accord. Et je déplore, c'est Sandrine qui a parlé hier, avec qui vous avez parlé hier. Et je pleurais pour elle, je dis sincèrement. Oh là là, c'est horrible. C'est horrible. Oui, Sandrine, alors qui était hier, effectivement, non, pas forcément, mais qui avait une liaison en parallèle et qui voulait finalement avoir une double vie. On se marie sans acte de mariage. C'est comme vous avez dit hier, c'est religieusement. Il y a 2 imams qui se présentent, 2 témoins, et puis on est déjà mariés. Voilà. Alors, pour revenir à vous, Driss, donc il y a des problèmes avec cette femme avec qui vous êtes depuis 4 ans, donc ? Non, depuis 20 ans. D'accord, bon. Alors, j'ai du mal à suivre. Ok, je pensais que vous veniez de la rencontrer quand vous m'aviez appelé. Ça fait 20 ans que vous êtes mariés ? Oui, et il a fait la morte jusqu'à qu'on a 3 filles, 18, 17 et 15. Et maintenant, elle veut son divorce de ce qu'elle veut. Elle veut divorcer, d'accord. Oui. Pourquoi ? Pour la pension alimentaire, que je sors de l'appartement, que je lui quitte tout, et que l'État lui paye les charges, loyer, tout ce qui est su, parce qu'une voisine juste à côté, elle lui a raconté tout ce qui s'est passé, la même chose. Eh bien, la voisine, son mari est parti, l'État, elle prend tout en charge. Pas tout, hein. Je ne sais pas ce que vous appelez tout, parce que comme elle ne travaille pas. Mais alors, vous n'êtes pas d'accord pour cette séparation ? Écoutez, je suis allé la chercher pied à pied jusqu'ici, et d'un seul coup, je me retrouve à la rue. Et je lui laisse tout, je laisse mes filles. En plus, elles ne parlent même pas la langue, alors c'est encore autre chose. Ça, c'est... Bah oui, mais c'est un problème, c'est dommage. Si... Puis mes filles vont plus loin. Elles sont au bout de 20 ans, ça aurait été bien aussi peut-être qu'elles puissent un peu sortir. Et... Alors vos filles ont quel âge ? Elles ont quel âge, vos filles, aujourd'hui ? Je viens de vous le dire, 18, 17... Oui, mais je veux le renoter. 18, 17 et 15. Bon, vous d'abord, vous ne lui laissez pas vos filles, comme vous dites, parce que c'est pas, sont pas des paquets. Vous allez les voir, vos filles. C'est pas parce que vous vous séparez de votre épouse que vous n'êtes plus le père de ces jeunes filles. Oui, mais le problème, la loi, c'est direct. Les enfants, c'est pour la mère, c'est
c'est pas pour le père. Pas forcément, pas forcément. Mais bon, d'abord, Driss. Oui. Ce sont pas des toutes petites filles, ce sont des jeunes filles. Elles sont en mesure aussi de dire qu'elles ont envie de vous voir. Leur choix, on peut pas demander à des enfants dans une séparation on peut pas leur demander de choisir entre leur père ou leur mère. Je trouve que c'est toujours très compliqué parce que c'est assez culpabilisant. Mais en tout cas, elles peuvent dire qu'elles ont envie de vous voir, qu'elles veulent continuer à vous voir. Le pire, c'est que je suis une tête brûlée, moi. Moi, je suis une tête brûlée. Quand je tourne une page, je tourne une page pour tout le temps. J'ai été avec une copine. Ma fille, elle a 38 ans, je ne l'ai jamais vue. Elle habite pas loin, elle habite à 2 oui, kilomètres. Mais enfin, qu'une page se tourne au sein d'un couple, c'est une chose. Les enfants, ils n'ont rien demandé. Ils ne sont pas responsables de ça. Bon, mais on va continuer à en parler. Ce sera après le journal de minuit, d'accord ? Ne raccrochez pas. À tout de suite. Elle accompagne vos nuits. La libre antenne, Caroline Dublanche sur Europe 1. Sur Europe 1 avec tous vos messages que vous nous laissez sur la page Facebook, sur le site europe1.fr, par SMS au 7 39 21. Et évidemment, le moyen le plus simple de nous joindre est encore le téléphone 39 21. La ligne est ouverte jusqu'à 1h du matin, bien sûr. Et tout de suite, on retrouve Driss. Oui, Driss, vous êtes là ? Alors Driss, donc vous avez appris... Vous soulevez des lièvres, hein ? Pardon ? Vous soulevez des lièvres. Je soulève des lièvres, ah bon ? Oui. Alors, en tout cas, vous... Pardon ? Est-ce que vous savez ce que ça veut dire ou pas ? Soulever des lièvres, c'est soulever des choses que généralement qu'on cherche à cacher. Non, il y a que les slogis qui sont les lièvres qui sont cachés pour les chasseurs. Pour les tirer dessus. Alors, on va revenir à vous, d'accord, et à votre situation. Donc, vous avez appris ces jours-ci que votre femme souhaitait divorcer, c'est ça ? Ces jours-ci, ça fait des années qu'elle demande ça, tous les jours. Alors, je lui ai demandé qu'elle me fasse un papier avec les filles. Et puis, bon, moi, je quitte l'appartement. C'est tout ce qu'elle souhaite, ça. Vous avez trouvé un appartement ? Non. Une fois qu'elle me fait mon papier, je le présente au commissariat. Non, je lui ai demandé d'abord qu'elle le fasse légaliser à la mairie. Je le présente à la police et comment ça s'appelle, à la régie. Il me donnera un appartement, certainement sans problème. Dans le quartier où j'habite, il y a des appartements. Ça serait bien pour vous. Vous avez une activité, vous êtes salarié ? Je suis à la retraite, mais je vous ai dit, j'ai dit à Paul, ça fait 36 ans que je suis en arrêt maladie. D'accord. J'ai traversé un pare-brise en allant au foot. Ah oui. J'ai passé 6 mois de coma, c'est pour ça que j'écoutais David, le pauvre. C'est malheureux. Est-ce qu'il prenait des anticoagulants pour sa jambe ? Bon, ça c'est autre chose. Bon, mais bref. Il va pouvoir être soigné. Finalement, cet accident a permis de poser le diagnostic et il va être pris en charge. Rassurez-vous. Alors, je vous disais juste avant le journal, puisque vous avez donc 3 filles, et c'est important, elles subissent aussi cette situation. Elles n'ont rien demandé, vos filles. Bon, donc si vous voulez, quand vous dites que vous êtes un peu une tête brûlée, c'est pratiquer la politique de la terre brûlée, ça serait dommage, ça serait leur faire du mal. Et vous faire du mal à vous-même, je trouve, parce qu'il n'y a pas de raison que vous ne voyez plus vos filles. Je vous raconte. En novembre, je suis parti au Maroc. Mm-hmm. Je vous dis, 19 novembre, je suis arrivé. Novembre, décembre... octobre. 19 octobre, novembre, décembre.
Puis mes filles, comme j'ai mon téléphone, ils ont besoin de mettre l'indicatif en téléphone directement. Ils me téléphonent directement de là où je suis, ils m'attrapent. Pas de problème. Tu reviens quand? Tu rentres quand? Tu reviens quand? Moi, je dis, écoutez, je suis en vacances, laissez-moi passer mes vacances. Non, ça suffit, il faut que tu rentres. Moi, j'ai à l'hôpital, je vais voir un médecin, Oui, d'accord, vous savez, il y a maman à côté. Non, elle sait rien, elle sait même pas parler au médecin, elle sait rien dire au docteur, elle sait pas. Alors, on peut pas se comprendre avec elle, on peut pas parler avec elle. Il y a des problèmes, non, il faut que tu rentres tout de suite. Mais écoutez, en fin de compte, ils m'ont obligé de rentrer si tôt. Je suis rentré en 2 jours. Je suis rentré directement. Et ça va. Donc elles ont besoin de vous, vos filles, et pas seulement pour ça. Donc c'est-à-dire, c'est vrai que c'est important que vous préserviez le lien que vous avez avec elles. Alors, je rentre, puis ma fille, elle discute avec sa mère. Moi, je suis dans la cuisine, et puis elle arrive, elle lui dit, excuse-moi, laisse-moi parler avec mon père. Mais tu es en train de discuter avec moi, pourquoi tu continues pas? Par contre, toi, tu comprends pas ce que je te dis, tu comprends pas ce que je te dis. Alors, s'il te plaît, je peux pas te le dire en arabe. Alors, je le dis pas en français, et te le répète en marocain. D'accord? Non, moi, je comprends tout. En tout cas, bon, finalement, on voit bien que vous ne vous entendez plus du tout avec votre épouse. Bon, donc finalement, même si vous avez du mal un peu à avaler la pilule, c'est peut-être pas plus mal que vous vous sépariez plutôt que de vous faire la guerre au quotidien. Si c'est pour vous faire du mal. Je crois que je suis le Méditerranée. Il n'y a rien qui me fait secouer. Il n'y a pas d'orage dans mon cœur, dans ma tête. Moi, c'est vrai que j'ai une tête brûlée, mais je fais la guerre à personne. Jamais. Jamais de fait de guerre à personne. C'est pour ça que je suis très... Bon, en tout cas, c'est bien que vous ayez trouvé déjà la possibilité d'un logement. Vous puissiez un peu vous retrouver chez vous au calme, votre femme aussi, et vous pourrez après mettre en place la procédure avec un avocat et essayer d'épargner un peu les enfants. Mais c'est qu'elle ne veut pas signer le papier. Puisque vous dites qu'elle veut divorcer. Divorcer, oui, mais signer le papier que je rentre, que je quitte le lieu, pas le divorce, papier pour du divorce. C'est une reconnaissance que je quitte l'appartement. C'est pas un papier de divorce. C'est un papier comme quoi je suis de trop dans la maison. Je quitte la maison. De toute façon, voilà. je ne sais pas ce qu'il en est de ce papier, mais c'est vrai que quand on est à ce niveau de tension... Oui, mais quand on est à ce niveau de tension dans un couple, il vaut mieux un peu s'éloigner. Et c'est pas plus mal que vous ne viviez plus sous le même toit, finalement. Je me suis éloigné. Je suis parti au Maroc pendant 3 mois. Mes filles, ils m'ont pas laissé. Là, je voulais partir en Italie encore. Ils me laissent pas partir. Et je voulais partir en Suisse. Et elle a dit non, je pars avec toi. Et mes filles, c'est vrai qu'ils me collent au dos et ils me laissent pas partir tout seul. Ils sont tout le temps avec moi. Mais comment faire avec elles? Là, elles dorment au salon. Vos filles, elles ont quand même suivi une scolarité, j'imagine. Elles peuvent pas non plus partir. Elles n'ont pas la même liberté que vous. Il faut quand même qu'elles suivent leur scolarité aussi. Et puis, si vous prenez un appartement... Ils n'ont pas de scolarité, malheureusement. Même la scolarité, ils l'ont loupé. Attendez, vous me dites 15 ans, 18 ans 18, et 17. Elles sont plus scolarisées. Et celle de 15 qui est au collège. Et les 2 autres et 18, 17, ils faisaient les cours à domicile, puis là, ils ont arrêté carrément. Parce qu'ils veulent plus. Ça leur intéresse plus. Ben oui, mais il faut bien qu'elles fassent quelque chose, qu'elles aient un projet. Ben non, ils font rien du tout. Bon, ça, il faudra voir ça. C'est pas possible à 17 et 18 ans de rester à la maison sans aucun projet. Elles vont pas bien. Bien, je vous remercie. Demain, je vais téléphoner à l'assistance sociale. Oui, parce que... je pense. Elles auraient besoin, peut-être... Oh oui, excusez-moi. Pardon, il y a une chose que j'ai omis de vous dire. Celle de 18 ans, on était couchés au lit. Elle m'a dit, j'ai envie de faire pipi. Puis elle est partie aux toilettes pour uriner. En s'asseyant, la fille, elle est descendue. Elle est sortie aux toilettes. Je vois pas très bien pourquoi vous me parlez de ça, Driss. J'ai du mal à vous suivre, là, j'avoue. Ça devient assez confus.
l'a remonté dans le ventre. La fille, elle est descendue, puis elle l'a remonté. Driss, je pense que... Bon, attends, excusez-moi. J'ai du mal à vous suivre, ça devient très confus. Elle m'a dit, non, c'est rien, je suis juste une petite crise. Ah non, ça va. Elle l'a gardé 9 jours dans le ventre. Bon. Moi, je pense, Driss, que vous devriez un peu faire le point, revoir votre médecin et parler un peu de votre état, parce qu'il y a beaucoup de choses qui, semble-t-il, vous perturbent avec cette perspective de la séparation, qui vous angoisse. Et il y a des choses là qui remontent, qui sont très difficiles à démêler. Je vous conseillerais de voir votre médecin traitant, si vous en avez un, assez rapidement, et de lui parler un peu de tout ce qui vous passe par la tête en ce moment. Ça me paraît la priorité. D'accord ? Bon courage à vous. Sur Europe 1, Caroline Dublanche vous écoute et vous accompagne. Bonsoir Marie. Marie, vous êtes avec nous ? Allô ? Oui, bonsoir Marie. Oui. Vous m'entendez mal apparemment. Vous êtes là ? C'est parce que j'avais mis le haut-parleur, je ne sais pas si je l'ai enlevé ou pas, je regarde. Apparemment, il n'y est pas et c'est mieux pour nous. Non, il n'y est pas. Parce qu'à l'antenne, ça fait un peu un écho. Moi, je vous entends très bien. Vous m'entendez ? Parfait alors. Oui, très bien. Oui, très bien. Oui. Oui, voilà, j'avais envoyé un petit message parce que ma fille qui a 30 ans est malade alcoolique. Et je voudrais essayer de l'aider, je n'y arrive pas. C'est compliqué, hein, évidemment. Depuis, est-ce qu'elle-même est un peu consciente du problème ou pas pour le moment ? Oui, tout à fait. Elle a fait une cure déjà il y a 3 mois. D'accord. Bon, ça n'a pas fonctionné parce qu'elle s'est amourachée d'un patient là-bas, chose qu'elle n'aurait pas dû faire. Oui, mais malheureusement, on ne peut pas l'éviter non plus. C'est vrai que les soignants sont un peu réticents parce que l'un peut faire rechuter l'autre. Enfin, c'est compliqué. Oui. Et là, elle a refait une cure en début de mois. D'accord. Oui, donc elle a quand même une demande d'aide. Ah oui, elle a une demande. C'est important. C'est elle qui les demande à les cures. Seulement là, elle a été... ils l'ont virée de la cure parce qu'elle avait eu un dimanche libre. Oui. Et lorsqu'elle est revenue, elle avait fumé un petit peu de cannabis. Donc, ils l'ont mis dans un VSL et ils lui ont dit c'est le deal. Ici, pas de stupéfiants, ni alcool, ni... Bon, elle a compris ça. Hein. Et oui, ils sont obligés de... C'est important d'ailleurs pour, tout à fait, de poser un cadre très strict, parce que sinon, ça peut très vite déraper. Voilà. Mais alors, moi, j'aimerais bien... Donc là, elle est venue passer 3 jours à la maison. Ça s'est plutôt bien passé, on a bien discuté... Je lui avais dit, bon, le deal, déjà, à la maison, c'est pas d'alcool. Je dis, si je te vois boire une goutte d'alcool, moi, je te remets dans le train et tu repars chez toi. Puisque maintenant, il faut que je sois ferme avec elle, je pense. Même si c'est assez dur, sentimentalement parlant. Elle arrive à tenir ou... Ah oui. Ah ben là, elle a tenu 3 jours. Bon, elle est suivie quand même. Elle se fait suivre au XAPA. D'accord. C'est important quand même qu'elle ait déjà cette demande. Et même par rapport à ses cures, enfin, c'est-à-dire qu'il y a une partie d'elle qui a envie d'aller mieux et de se sortir de tout ça. Et c'est vrai que les soignants le savent, hein, dans ces équipes, qu'il faut parfois plusieurs cures, plusieurs tentatives avant de sortir un peu. Oui. Et moi, je me sens impuissante parce que j'aimerais essayer de l'aider un peu plus, mais je me sens impuissante. Oui, c'est normal. C'est ça que je n'arrive pas à admettre. Voilà. Ben oui, c'est forcément douloureux de l'avoir dans ce problème-là et ne pas parce que vous êtes forcément impuissante parce que parce que vous l'aimez, parce que ça vous touche de trop près, ça vous bouleverse. Et donc dans ces cas-là,
dans ces cas-là, évidemment, sa souffrance devient la vôtre. Enfin, voilà, oui, donc c'est pour ça que c'est si difficile pour les proches. Il y a longtemps qu'elle est dans ce problème d'alcool, votre fille. Elle a 30 ans, vous me dites. Elle a 30 ans. Bon, elle a commencé à l'âge de 20 ans, mais bon, c'était l'alcoolisme du dimanche là, avec les copains. Avec les copains, oui. Voilà, oui. Et puis bon, elle est tombée vraiment dans l'alcoolisme quand son père est décédé là en 2014. Ah oui, d'accord. Ça l'a bouleversée et puis bon. Il était malade. Il était aussi alcoolique. Et puis il est mort subitement d'un cancer généralisé. Il avait 59 ans, voilà. Mais on était séparés depuis. Il est parti lorsque ma fille avait 10 mois. Il est parti de la maison lorsque ma fille avait 10 mois. Donc moi, je l'ai élevée toute seule, ma fille. Et vous êtes... il est parti, je ne sais pas, j'allais dire vous vous êtes séparés, c'est lui qui est parti, mais il avait déjà ce problème d'alcool quand... Non. Il n'avait pas ce problème d'alcool, non. Et pourquoi il est parti quand elle avait 10 mois? Parce qu'il a trouvé quelqu'un d'autre. Ça n'a pas dû être facile pour vous, hein? Non, surtout que elle a 2 frères aussi. Donc, il vous a laissé seule avec 3 enfants? Il m'a laissé seule avec 3 enfants, oui. Donc, j'ai fait du mieux que j'ai pu. Bah oui. Mais bon, j'ai pas tout réussi, évidemment, ce qui est normal. Vous n'êtes pas seule en cause. Enfin, vous dites aussi que à 20 ans, il lui arrivait de s'alcooliser, mais il y avait ce côté festif. C'était quand elle était en bande. Enfin, elle n'était pas forcément. Alors, ça peut naître comme ça aussi. C'est-à-dire que on n'est pas tous les mêmes face aux questions de dépendance à une substance, à l'alcool. Il y a des personnes qui vont devenir très vite dépendantes et d'autres moins. Et c'est chacun un niveau de résistance différent. Mais vous dites qu'il y a quand même l'événement, pour vous en tout cas, l'événement déclencheur a été le décès de son père. Mais c'est elle qui me l'a dit. Oui, d'autant plus. Voilà. Oui. Elle m'a dit, tu sais, c'est depuis que papa est décédé que vraiment je m'alcoolise tous les soirs. Qu'elle a basculé. Et elle avait donc pu recréer un lien, malgré tout, puisque elle avait 10 mois quand son père est parti. Ils se sont revus, ils avaient créé un lien tous les deux? Ils ont recréé un lien il y a une dizaine d'années. Ça a recommencé, voilà, à se passer bien. Quand elle avait 20 ans. Voilà, oui, quand elle a... Voilà, oui. Ça a recommencé... Elle échangeait beaucoup avec son père parce qu'elle avait quand même beaucoup de... Il avait les mêmes intérêts qu'elle avait, donc la musique, la lecture. D'accord. Donc elle se rapprochait beaucoup de lui à travers ça, voilà. Et peut-être aussi à travers l'alcool d'ailleurs. Peut-être à travers l'alcool, oui. Parce qu'il peut y avoir, de façon inconsciente évidemment, mais ce père... qu'elle rencontrait enfin, qu'elle a aimé, avec dont elle s'est sentie proche, parce que comme vous dites, ils avaient des centres d'intérêt communs. Il peut y avoir dans un phénomène d'identification aussi à la souffrance, enfin quelque chose autour de cette problématique de l'alcool. Donc quand vous dites ou forcément vous sentez impuissante et comme vous dites je les ai élevés seuls, vous n'avez pas eu le choix en même temps. Vous avez fait ce que vous avez pu, mais vous n'êtes pas seule en cause dans les problèmes que rencontre votre fille aujourd'hui. Elle n'a pas auparavant dans sa petite enfance, dans son enfance, dans son adolescence, vous avez parlé d'une fragilité particulière. Il y a eu des problèmes particuliers ou pas spécialement? Elle a eu des problèmes à l'école, un petit peu. C'est pas facile à raconter. Elle a un petit garçon qui l'a, quand elle était en CM2, un petit garçon qui essayait de lui faire des avances, enfin qui lui parlait salement, vulgairement, voilà. Donc à ce moment-là, je l'ai emmené voir un psychiatre pour essayer qu'elle évacue tout ça.
Mais ce petit garçon, il a été suivi? Vous en avez parlé au niveau de l'école? Parce que lui avait un problème aussi. Oui, moi, j'en ai parlé au niveau de l'école. Son père avait été convoqué et son père avait rétorqué que c'était pas grave. Ben voilà. Parce que si un enfant de cet âge-là, vous me dites qu'il était en CM2, donc un jeune garçon tient déjà des propos... c'était des propos vulgaires, puis il disait qu'il regardait des films X avec son père le samedi soir. Il était en danger, cet enfant aussi. Voilà. Parce que il a répété. Non, mais vous avez eu raison. Vous protégez votre fille, mais c'est vrai que si elle, à un moment, c'est important aussi de le signaler à l'école pour que cet enfant-là soit aussi protégé. Oui, mais moi je l'avais signalé à l'école. Vous avez bien fait. Oui. Mais vous pensez que ça l'a, ça a été une période difficile, mais vous avez fait ce qu'il fallait. Elle a pu en parler. Vous pensez que c'est quelque chose qui aurait pu la marquer au point? Ah, ça l'a marqué parce qu'elle m'en parle souvent. Encore aujourd'hui? Oui, encore aujourd'hui. Et de quelle façon elle vous en parle? Ce qui l'a choqué, c'est quand le père a dit quand on a rencontré le père, et que le père a dit que c'était tout à fait normal que son fils regarde des films X avec lui. Mais elle était présente, votre fille, au moment où le père a dit ça? Oui, voilà, on était avec la maîtresse, l'instite, voilà. Oui, mais j'imagine qu'après, lorsqu'elle a vu le pédopsychiatre, on a dû lui expliquer que c'est ce père qui allait mal et que ce petit garçon avait des problèmes aussi parce qu'il n'était pas protégé dans son environnement. Oui. Mais c'est vrai qu'elle m'en a souvent reparlé. Mais bon, ça l'avait pas... comme elle avait pu en parler, je pense. Oui, je pense que c'est pas. Je pense que ça l'a. Oui, vous avez fait ce qu'il fallait. Voilà, oui. Et adolescente? Non, adolescente, elle n'a pas eu de. Non. Non, elle avait trois très bonnes copines et puis ça s'est plutôt bien passé. Bon. Donc. Après, elle a fait ses études et. Je pense qu'elle supporte très... Bon, elle est restée avec un garçon. Elle est restée 6 ans à peu près avec un garçon, mais elle était très jeune. Elle avait, on va dire, de 16 ans jusqu'à 12, jusqu'à 22 ans, un truc comme ça, voilà, avec ce garçon. Et elle l'a laissé parce qu'il n'avait plus le même... Elle sentait plus, comment expliquer, ma fille a plus un côté intellectuel et ce garçon qu'elle avait connu avait plus un côté manuel et il n'arrivait plus à avoir d'échange. Oui, ils s'étaient connus en même temps très jeunes et parfois on évolue différemment. Voilà. Et ils sont toujours copains maintenant, ils se voient souvent mais ils sont plus... Et votre fille a fait des études? Oui. Elle a fait dans quel domaine? Du droit. Elle fait du droit. Oui, elle a des masters de droit, oui. Elle travaille, elle arrive Oui, elle travaille, oui. C'est important, c'est bien. Oui, elle travaille. Donc, elle était en arrêt maladie pour aller en cure. Là, elle est en arrêt maladie, oui. Elle reprend son travail demain, là, j'espère. C'est bien. Croise les doigts. Oui, c'est bien. Elle est où actuellement? Elle est toujours chez vous? Non, je l'ai ramenée chez elle hier. D'accord. Et vous habitez loin l'une de l'autre? On est à 70 km. D'accord. Bon, mais elle sait que la maison... Votre maison reste un refuge pour elle. Voilà, oui. Elle sait que vous êtes là et qu'elle peut s'appuyer sur vous. Voilà, et elle sait qu'elle peut m'appeler. Je lui ai bien dit qu'elle pouvait m'appeler. C'est intéressant qu'elle fasse du droit, votre fille, parce que il y a un côté très structurant. Il y a un cadre, peut-être qu'elle recherchait, dont elle avait besoin d'ailleurs. Oui, peut-être, oui. Ça lui plaît, son métier? C'est l'ambiance qui lui plaît pas. C'est comme beaucoup, je crois. Sinon, son métier lui plaît, mais l'ambiance. Mais bon, elle sait qu'elle peut évoluer, qu'elle peut aller ailleurs. Voilà, bon, mais pour l'instant, elle m'a dit je me soigne et dès que je serai soignée, comme elle me dit, je serai jamais soignée parce qu'il paraît qu'on est malade alcoolique à vie. Oui, enfin. Bon, elle est très jeune, elle peut, au-delà de ce problème d'alcool, il y a une souffrance derrière. Comment elle en parle d'ailleurs? Parce que l'alcool, parfois, c'est le symptôme, c'est la surface immergée de l'iceberg, et ce qui est plus difficile à s'attaquer, c'est... Je crois que c'est la solitude qu'elle arrive plus à gérer.
cette solitude. Et en plus, sa solitude devient encore pire avec cet alcool. Parce que ses amis ne viennent plus la voir, voilà. Et ça, je l'ai bien expliqué. Ça la coupe des autres et elle en souffre. Oui, elle en souffre beaucoup. Mais en même temps, c'est aussi ce qui peut lui permettre de retrouver le chemin des autres, en se disant de cette prise de conscience que l'alcool l'enferme. Oui. La coupe de tout, même si c'est pour elle une façon de mettre un voile sur sa souffrance. Elle en parle parfois de ses angoisses ou de ses peurs ou d'une souffrance quand elle parle de son père. Est-ce qu'elle parle d'autre chose que de l'alcool et de son rapport à l'alcool finalement? Bon, elle a beaucoup parlé de son père, elle me parle beaucoup de son père. De quelle façon elle vous en parle? C'est une façon assez particulière parce que quand son père est parti, personne n'a compris. Même moi, si je sais quand il est décédé, vous voulez dire? Non, quand il est parti. Quand il est parti, quand elle était petite, voilà. D'accord. Donc on a vécu en fait toute notre vie comme ça, en se demandant pourquoi il nous avait quittés. Parce que même moi, je sais qu'il avait trouvé une femme, et puis ma fille m'a toujours dit, tu sais maman, et papa, il nous a toujours dit que il vous voulait toutes les deux, il voulait vous garder toutes les deux. J'ai dit mais il y a la polygamie en France. Et ça, ils l'ont très très mal pris les trois enfants. C'est-à-dire qu'il aurait pu partir parce qu'il avait rencontré une autre femme, mais continuer à avoir ses enfants. Ouais. Or, à un moment, il vous a quitté, mais il a aussi... à un moment, oui, il a plus vu ses enfants, à un moment, oui. Ah, pendant longtemps, semble-t-il. Non, pendant 3 ans. Ah, parce que vous me dites, j'avais cru qu'elle l'avait retrouvé seulement quand elle avait 20 ans. Voilà, elle l'a retrouvé vraiment, elle a pu discuter avec lui, échanger avec lui, parce qu'il s'est rapproché de la région où on habite. Mmh. Avant, il était trop loin, donc ils y allaient juste pour les vacances. Il était assez absent comme père. Voilà, il était très absent comme père, oui. Et là, justement, il l'avait retrouvé parce qu'il s'était rapproché de la région. Ils allaient le voir tous les trois, ils allaient le voir assez régulièrement. Ma fille... y aller aussi, parce que ma fille a le même métier que lui, elle a fait le même cursus que lui, il a fait... La fille dont vous me parlez? Ma fille, oui. Parce que vous avez une fille et deux garçons. Deux garçons. Elle a fait le même métier que lui? Oui. Elle marche dans les pas de son père. Hein. Oui, mais elle me l'a reproché. Elle m'a dit, j'ai l'impression que c'est papa et toi qui m'avez obligée de... Mais je lui dis non, on t'a jamais dit de faire du droit. C'est toi qui as choisi. Oui, elle se demande, ce faisant, est-ce que c'est vraiment un choix ou est-ce qu'elle a été prise dans quelque chose, même si ce n'est pas vous qui souhaitiez à tout prix qu'elle fasse du droit, mais elle s'interroge sur ce choix. Voilà, je crois que maintenant elle s'interroge. Oui, est-ce que c'était vraiment un choix ou une façon, déjà inconsciemment, de se rapprocher de ce père dont elle recherchait l'amour? Oui, peut-être. Parce qu'il était absent et de fait, ces difficultés expliquent aussi peut-être beaucoup de choses déjà. Ça semblait être quelqu'un de fragile, intéressant par ailleurs, avec des qualités, mais très fragile. Elle est très sensible, oui, très fragile, très sensible. Certainement, oui. Mais dans ce rapprochement, dans ce mouvement vers son père, c'est pas anodin de choisir la même voie que son père, la même voie professionnelle, et jusque dans ses symptômes finalement. En tout cas, dans l'expression d'une souffrance qui prend cette forme-là. Oui. Tout ça est évidemment inconscient, hein, mais il y a quelque chose d'une façon de se rapprocher, d'être comme lui, même si c'est sur un versant un peu destructeur, évidemment. Oui, elle admirait beaucoup son père. C'est peut-être aussi parce qu'elle l'a pas connu. Elle l'a idéalisé. Donc... Voilà, oui. Comme souvent le parent absent. Ce qui est important quand même, je pense, peut-être pour la suite d'ailleurs de son évolution, c'est qu'elle ait pu le rencontrer et le connaître davantage. Oui. Quand même
Même si ça a été peu, puisque... Bon, mais il y a quand même eu ce rapprochement qui a été douloureux. C'est aussi là un deuxième abandon, d'une certaine façon. Oui, c'est vrai. Oui. Même s'il n'était pas volontaire, celui-là. Oui, mais au moment où elle le retrouve, son père meurt. Peu de temps après. Et oui, c'était vraiment le moment là où elle se sentait bien. Le plus proche. Le plus proche. Oui. Donc au moment où... Et quand vous me parlez de ce sentiment de solitude, ça doit certainement remonter à loin, parce qu'elle porte aussi quelque chose de cette histoire-là où elle s'est sentie, elle aussi, abandonnée par ce père qui, de fait, n'a pas été présent comme il aurait pu l'être. Oui. En tout cas, pas rassurant. Non, c'est vrai. Oui. Et finalement, elle a plongé, elle s'est effondrée au moment où elle le retrouve et elle le perd à nouveau. Enfin, là, on est vraiment à nouveau dans cette problématique de l'abandon. Oui, mais c'est des choses qui peuvent se travailler parce que, semble-t-il, elle arrive... Déjà, c'est une bonne chose qu'elle puisse en parler. Il y a des personnes, vous savez, qui s'anesthésient tellement avec soit des stupéfiants, soit de l'alcool, soit... qu'ils n'arrivent même plus à... comment dire ? À savoir qu'ils souffrent, si, bien sûr qu'ils le savent au fond, mais en tout cas à parler d'autre chose que de leur rapport à leur addiction. Oui. Or là, j'entends qu'elle dit des choses. Elle dit des choses et elle demande de l'aide. Oui. Donc ça, c'est très encourageant. Et puis il y a quelque chose d'un événement déclenchant aussi. C'est pas quelque chose qui s'est... Alors, il y a une histoire derrière et une fragilité... Mais elle n'a que 30 ans, votre fille. Hein. Elle est très jeune et beaucoup de choses peuvent évoluer dans le bon sens pour elle. D'autant qu'elle a une demande. Parce que même là, quand dans ce centre, c'est les règles qu'elle a transgressées en fumant du cannabis, donc la cure s'interrompt. Mais ça ne veut pas dire qu'ils ne la reprendront pas. Oui, non, je sais ça. Oui. Mais elle a été très très vexée. Elle m'a dit, tu te rends compte, maman, ils m'ont jeté comme une malpropre. Je dis oui, Laura. Pardon. Oui, je dis c'était le deal, c'est comme ça. C'était le contrat passé. Voilà, c'était le contrat. Oui. Et c'est important parce que dans ces problèmes d'addiction, c'est aussi un problème de limite. Oui. Il n'y a plus de limite. C'est le shoot presque immédiat, ou en tout cas ce que ça procure. Oui. Pour combler ce vide, un vide immense, souvent un vide intérieur. Donc il est important, ça a un sens. Alors évidemment sur le moment, c'est normal qu'elle le prenne comme ça. Ils m'ont jeté comme une malpropre. C'est une façon d'exprimer, de se rebeller un peu. Oui, voilà, oui. Mais ça a un sens aussi de ne pas être justement laxiste. Et de pas, même si au fond, bien sûr que les soignants savent bien que ça va pas être simple et qu'il y aura des dérapages et qu'il y aura des transgressions de limites, il est d'autant plus important que le cadre soit strict et structurant. Oui. Parce qu'ils ont besoin de se heurter comme ça à des limites, de se confronter à des limites. Donc, ils pourront rediscuter avec elle parce que la cure est interrompue, mais j'imagine qu'ils lui ont proposé quelque chose. Elle leur a déjà retéléphoné là pour discuter avec eux. C'est bien, vous voyez. Et puis elle n'est pas si fâchée que ça. Elle sait bien que c'est une façon de. Ah oui. Elle sait bien que elle a transgressé les règles, donc il y a des conséquences. Mais déjà, c'est bien qu'elle. Compris, ce qu'elle a compris aussi, ce qu'elle m'a expliqué. Elle m'a dit, j'ai compris cette seconde cure, que les soignants, ils avaient de l'empathie pour nous, tout, mais qu'il y avait une limite, qu'il fallait qu'ils se protègent aussi. Et qu'ils les protègent. Et qu'ils les protègent aussi d'eux-mêmes. Oui, voilà. Parce que dans ces problèmes d'addiction, il y a un problème de limite, c'est nos limites, quoi. Oui. Mais derrière, elle sent qu'il y a une réelle bienveillance. Oui, voilà, ça, oui. Donc il y a déjà quelque chose, il y a un accrochage fort avec cette équipe-là. Et ça aussi c'est rassurant pour la suite, je trouve. Parce que elle pourrait prendre ce prétexte en disant c'est tous des nuls, en fait ils sont là, ils veulent pas m'aider. Non, elle rappelle. Elle rappelle et à nouveau elle demande de l'aide.
Donc elle avance, votre fille. Elle avance. Oui, elle a compris que c'était la règle. Elle est en chemin. Oui, elle intègre des choses. Et puis, au-delà de ça, enfin, il y a cette demande qui est là, qui reste présente. Oui. Un cadre autour d'elle aussi à travers ce travail. C'est important. Alors peut-être qu'elle le remettra en question d'ailleurs, peu importe. Mais pour le moment, c'est important qu'elle soit pas dans le rejet. Oui, voilà, oui. Et même par rapport à vous, finalement, quand elle est venue chez vous, enfin, elle est pas agressive avec vous. Elle est pas difficile à vivre. Non, sauf dimanche soir, elle m'a dit, maman, je veux rentrer dimanche soir. Au départ, je devais la ramener le mardi, c'est-à-dire hier, enfin mardi. Et dimanche soir, elle me dit, maman, tu me remets dans le train, parce qu'elle a perdu son permis. Maman, tu me remets dans le train, j'ai envie de rentrer à la maison, j'ai une copine qui va passer me voir. Bon, j'ai senti que c'était pour aller boire, j'imaginais. Oui. Je lui ai dit non, je lui ai dit là, non. Je dis, moi, c'était pas dans mon programme, c'était mardi. Oh, elle a été un petit peu froissée pendant, allez, on va dire un quart d'heure. Puis elle est revenue vers moi et elle m'a dit, tu sais, en fait, si je voulais rentrer, c'était pour boire. Elle me dit, t'as raison de me dire. Oui. Finalement, elle était reconnaissante que vous aussi, vous soyez resté ferme. Voilà, mais ça a été dur pour moi, mais bon. Oui, mais en même temps, vous avez été protectrice. Oui. Vous aussi, c'était pas ce qui avait été fixé au départ. Voilà, oui. Et vous avez senti que c'était long pour elle de s'abstenir de boire et que elle voulait rentrer en fait pour cette raison-là. Mais je trouve que le fait qu'elle puisse le dire, qu'elle puisse le formuler, c'est déjà. Vous savez, beaucoup dans ces problèmes de dépendance, c'est le déni déjà. Les gens disent non, je ne suis pas dépendant, c'est pas vrai, je peux arrêter quand je veux. Et ce qui va souvent de pair avec le mensonge après. C'est-à-dire de la dissimulation, ce qui est pas volontaire, c'est pas dire je te mens parce que j'ai envie de te mentir, mais ça fait partie de la problématique de la dépendance. Or là, je trouve que il y a des choses qui sont très positives, c'est qu'elle reconnaît les choses, elle en parle avec sincérité, elle nie pas la difficulté qu'elle a. Et je trouve qu'avec vous, elle a une relation vraiment d'une grande confiance. Oui, je pense qu'elle a confiance. Elle a confiance en vous. On sent de toute façon que vous êtes. D'ailleurs, j'ai reçu un message de Nino qui dit on sent beaucoup d'amour dans votre voix. Elle a de la chance de vous avoir, votre fille. Elle vous dit courage. Oui, parce que je pense que pour votre fille, c'est important de savoir que vous n'êtes pas dans le jugement. Vous êtes bien sûr impuissante parce que c'est toujours douloureux de ne pas pouvoir aider. Comme on aimerait le faire, mais je trouve que vous êtes aidante en ce sens que vous restez présente, vous restez une mère pour elle, et là vous avez su lui mettre des limites qu'elle ne parvenait pas à elle se mettre, et ce faisant vous avez été très protectrice, et c'est de ça aussi, elle vous remercie pour ça. C'est non, je te lâche pas, non, je te laisse pas repartir. Oui. Vous auriez pu, c'était la facilité, dire après tout, oh là là, je vais pas me battre, je vais pas au-devant du conflit. Et dire, si tu veux partir, pars. Ou parce que c'était difficile pour vous, ou vous ne l'avez pas lâché. Non, non, non. Et ça, c'est très rassurant. Contrairement à ça. Je lui ai dit, on a passé un contrat, donc c'est comme ça. Vous créez un cadre autour d'elle. Voilà, oui. Mais bon, ça fait pas longtemps que j'arrive à créer un cadre, parce que j'avais tellement peur après qu'elle m'en veuille. Mais là, je me suis bien rendu compte que même malgré le cadre, c'est pas pour ça qu'elle m'en veut, au contraire. Non, pas du tout. Elle vous en a même été reconnaissante. Voilà. Oui, elle a compris que derrière cette attitude de fermeté, vous la protégiez. Oui. Parce que pour le moment, elle n'est pas en mesure de faire tout à fait par elle-même. Mais déjà, elle a fait. C'est un grand pas vers la guérison. Que d'être dans cette demande d'aide. Déjà, d'admettre qu'elle a un problème avec l'alcool, c'est un premier temps. Et le deuxième, c'est d'aller chercher de l'aide. D'aller demander. Et ce qui est très révélateur, c'est que elle aurait pu laisser un plus grand laps de temps après, parce que
parce qu'elle est vexée, parce qu'évidemment ça lui renvoie une image difficile, le fait qu'elle a transgressé les règles, donc elle est mise dehors. Mais finalement, elle les a rappelées. Oui. Donc elle reste dans ce processus de demande de soins et de demande d'aide. Donc avec elle, on peut travailler. Oui. Avec ça, elle va avancer. Vraiment. Il faut garder confiance, garder... Ah oui, vraiment. Je trouve qu'il y a dans ce que vous me dites, et je dis pas seulement ça pour vous rassurer, même si évidemment on aura à cœur de vous rassurer, mais j'essaie par rapport à ce que vous me dites, je trouve qu'il y a beaucoup d'éléments très positifs dans le cheminement de votre fille. Oui. Et vous devez le savoir, puisque les soignants vous en ont parlé, il faut parfois plusieurs cures avant d'arriver. Et même quand la cure, de toute façon, va au bout et terminée, on sait qu'il y a une phase qui reste difficile, c'est au sortir de la cure. C'est-à-dire qui est un environnement très enveloppant, un peu un cadre comme ça, comme un cocon. Et le retour dans la vie réelle, avec les difficultés, et l'accompagnement, il continue à se faire. Oui. Mais vous aussi, je trouve que vous lui offrez un environnement très protecteur. Oui, j'espère que c'est pas trop protecteur, parce que des fois, non. En tout cas, là, les limites que vous lui avez posées, non, au contraire. Et elle l'a bien senti. Oui, là, elle l'a senti. Hein. Là, elle a même, je pense qu'elle a été étonnée que je ne cède pas, parce que d'habitude, j'aurais... Voilà, j'ai tellement peur que... Voilà. Mais peur, oui, on peut avoir peur du conflit, on peut avoir peur d'en faire trop, d'être... Je me suis rendu compte, là, que malgré le cadre, il n'y a pas eu de conflit, voilà. Non. Ça a duré un quart d'heure. Je pense même qu'au fond, elle espérait ça. Elle n'était pas en mesure de... Elle espérait dire... et vous, ne me lâche pas, ne me laisse pas repartir. D'ailleurs, vous voyez, je reçois un autre message de Cœur de Pirate qui dit « Vous vous sentez impuissante et pourtant vous êtes une mère très aimante, très présente et qui fait son maximum. Bravo à vous. » C'est vrai ? C'est très gentil. C'est vrai, parce que bien sûr que c'est difficile, mais par votre présence, par votre patience, par votre compréhension aussi, je trouve. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de... Parfois, ça peut être tellement difficile de voir son enfant se faire du mal, être dans un processus autodestructeur, qu'on peut avoir tendance, à être un peu par moments dans une forme d'agressivité ou un peu à le tenir à distance ou d'incompréhension pour se protéger. Oui. Parce que pour vous, c'est douloureux. Or là, oui, bien sûr que c'est difficile, mais en même temps, vous êtes là, hein, et bien là. Et elle le sait, votre fille. Qu'elle peut s'appuyer sur vous. Je pense qu'il y a quelque chose qui vient davantage de sa relation à son père, de ce manque, de ce sentiment d'abandon qu'elle a pu avoir et qui a été réactualisé de façon cruelle. Évidemment, lorsque elle avait retrouvé depuis peu de temps, avait noué une relation proche avec lui, et bon, la mort est arrivée. Donc, mais ça a dû raviver des choses et elle a plongé à ce moment-là. Elle peut travailler là-dessus et s'appuyer sur vous. Je pense, oui. S'appuyer sur vous, sur l'équipe soignante. Mais elle lâche pas. Non, elle lâche pas. Elle lâche pas son boulot non plus, même si il y a évidemment des relations difficiles et que ça doit pas être simple avec ce qu'elle traverse, évidemment. Non, mais elle ne lâche pas. Donc il y a une partie d'elle qui lutte. Hein. Oui. Il y a une partie solide. Il faut s'appuyer là-dessus. Oui, de toute façon, là, elle va recommencer, là. Oui. Le psychologue, elle recommence tout. Il y a quelqu'un, vous voyez, qui dit ouvrir la porte pour rencontrer une équipe de soignants, c'est déjà un très grand pas vers la guérison. Donc, alors après, reconnaître, je pense. Vous pouvez aussi peut-être trouver un soutien auprès de certaines associations qui font des groupes de parole pour les proches, comme ça. Je pense aux alcooliques anonymes avec les Al-Anon. Il y a d'autres structures où vous pouvez, vous aussi, bénéficier un peu d'un moment d'un lieu d'échange, de partage, pour un peu aussi trouver, ne pas perdre vos forces. Vous remontez le moral, c'est important. Parce que pour vous aussi, c'est éprouvant. Mais je trouve que vraiment... c'est lourd à porter. Bien sûr. Mais je trouve que vous êtes vraiment chaleureuse, aimante, et en même temps, en lui fixant des limites. Donc,
Vous faites vraiment, je trouve que chapeau. Et n'oubliez pas de prendre soin de vous aussi, pour tenir le coup, parce que c'est un peu un travail de longue haleine. Je me fais suivre, moi. Bon, c'est important alors, c'est important. Mais gardez espoir vraiment pour votre fille, parce que je trouve qu'il y a beaucoup d'éléments très positifs dans ce que vous me dites d'elle. Donc vraiment, d'accord. Il faut y croire là. Je vous embrasse. Je vous embrasse aussi. Je vous embrasse, Marie. Beaucoup, Caroline. Bon courage à vous. Au revoir. Oui, merci. Au revoir. On se quitte avec la douce voix de Carla Bruni. Miss You. Belle nuit à vous. Faites de jolis rêves. Il est maintenant 1h du matin. Vous écoutez Europe 1 et c'est l'heure de retrouver Christophe Ondelat.